Donc il est toujours aussi actif. Il est en train d'être traduit en J'ai roumain. pas fait exprès, hein, parce que vous voulez, l'histoire c'est quoi? C'est qu'en 83-84, comme j'étais libre, je fais des trucs. Et très vite, on arrive à quelques pourcents de cash flow, on passe à 20% de cash flow. Dans l'automobile, on baisse les prix de vente. Et en 90, j'ai des copains de la PM qui viennent me voir, qui disent comment tu fais 25% de cash flow sans structure en fournissant l'automobile. Et sans contrôle, parce que nous on n'a aucun contrôle. On met bon, donc on contrôle ni les prix de revient, ni les temps, rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences. Et puis j'en faisais une par mois, parce que je travaillais un petit peu quand même. Pas beaucoup d'ailleurs, pas beaucoup. Quand vous avez la confiance, le patron n'a plus rien à foutre. C'est un des gros problèmes d'ailleurs, parce qu'il s'ennuie, et comme il s'ennuie, il a tendance à vouloir toucher quelque chose qui marche. Donc c'est business, enfin bref. Et puis partant à la retraite, je m'étais dit, ça va arrêter ce truc-là, parce que on est important que quand on est patron en fait. Et alors j'ai tout souvent booké sur 2 ans, sur 1 an, mais c'était 1 par mois, 2 par mois maximum. Et là, ça s'emballe. Alors là-dessus, il faut dire que Gates, que je connais depuis très longtemps, Isaac, le connaissait avant qu'il fasse son bouquin, a sorti son bouquin sur l'entreprise libérée. Et là, il a parlé longtemps de l'entreprise et de famille là-dedans. Mais je ne savais pas, quand on a nos échanges, qu'il serait dans le bouquin, en fait. Et puis ça a démarré. Et alors après, il y a Lalou qui s'y est mis. Lalou a fait un tabac en Pologne, qui fait qu'il y a un gars qui a traduit mes 4 bouquins en polonais, ce qui fait que je suis parti faire des conférences en Pologne. Puis un Roumain qui a fait, etc. Et je fais 2 à 3 conférences par semaine, alors que j'ai pas de tweet, j'ai pas d'agent, j'ai rien, j'ai rien du tout. Voilà, je suis booké sur 1 an. Alors ce qui est bon signe à mon sens, c'est que je ne vends pas les bouquins, ils sont en ligne. Je ne fais pas de conseils. Je ne suis pas le gars qui fait une conférence et qui après dit si vous voulez, je peux vous accompagner. Hein. Le conseil, c'est un peu un métier de pute, c'est-à-dire qu'il faut amener le patron là où il ne veut pas aller. Il ne veut pas faire la pute, bon, je t'aime. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que cette notion de changement de management, je fais une conférence à Shanghai. Je faisais 3 conférences à Shanghai par la PM, pour des expats. Des Chinois apprenant que je viens me disent est-ce que vous me faire une conférence? Je me retrouve, alors j'envoie à ces gars-là, 1 semaine avant, un de mes bouquins qui fait 300 pages, qui a été traduit en anglais par un Polonais d'ailleurs, c'est pour vous dire. Tous les mecs avaient lu le bouquin, et ils m'ont posé que des questions. Mais attends, c'est communiste la Chine quand même. Moi je ne m'attendais pas à ce que le système... Enfin, mon système est marxiste en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il disait Marx? Marx il dit qu'il faut donner le pouvoir aux ouvriers. Mon système, c'est ça, les ouvriers reçoivent les commandes, chargent le camion, se démerdent totalement, décident de tout, de leur augmentation. Il est marxiste, mon système. Donc c'est pas étonnant, mais à la réflexion, ça me revient comme ça. Par contre, ce qui m'a stupéfait, c'est que dans les questions qu'on me pose d'habitude, dans mes conférences, c'est souvent des questions négatives. On ne peut pas parce que. D'accord? Alors que les Chinois, c'était pas ça du tout. Hein. C'est qu'ils voulaient comprendre, ils voulaient aller plus loin dans ce que j'avais écrit. Ce qui fait froid dans le dos d'ailleurs. Hein. Quand on voit la France qui s'engloutit dans un soviétisme, on va revenir par le droit du travail, un soviétisme de plus en plus profond, hein, et qu'on voit ce pays-là où vraiment on sent qu'il y a toute une... Vous connaissez un peu la Chine? Allez-y, ça fait froid dans le dos. Moi, Shanghai, j'y allais régulièrement. Mais Shanghai, même encore là, la dernière fois que j'y étais allé, il y a 4-5 ans, mais c'est incroyable ce que ça évolue en propreté, en ordre, Enfin bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat, oui et non, mais c'est le soviétique français, mais on y reviendra à ça. On y reviendra. Voilà. Donc Jean-François. Et maintenant, elle va mieux. Mais Mathieu, on le connaît moins. Mathieu, il a une fonderie d'aluminium familiale qui a repris déjà quelques années maintenant. Une dizaine d'années. Une centaine de personnes. Voilà. C'est pas du tout dans la région. Vous êtes d'autres choses dans la famille. Ton papa, avant de faire la fondue d'autres choses. Non. Enfin, il s'est cherché un peu, mais... Non, il dit autre chose dans le fond, rappelle-toi. Il dirigeait une usine en Algérie, je crois. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. Continue. Il ne faisait pas grand-chose parce qu'il n'avait pas l'électricité, je crois. Donc j'ai repris une société familiale que mes parents ont créée effectivement dans le Quercy, donc au sud de Brive. On fait de l'aluminium. Et maintenant on est une petite centaine de personnes. J'ai une équipe qui marche très bien, qui s'occupe de tout à ma place. Et effectivement, comme Jean-François l'a dit, j'avais soit le choix de continuer à les emmerder, soit de faire autre chose. Donc j'ai racheté 2 de mes sous-traitants l'année dernière. Donc maintenant on est à peu près 200 dans le groupe. Donc comme ça je tourne un petit peu. Et finalement je me suis vite aperçu que les autres n'avaient pas trop besoin de moi non plus. Donc à part venir,
j'ai un site à Dijon et un site à Albi. Je viens, je prends un café, donc au bout de 10 cafés, je rentre chez moi, et puis donc je m'embête encore un petit peu. Donc cette année, on s'apprête à racheter un concurrent espagnol, donc on sera à peu près 300, et puis c'est notre projet familial, on va aller vivre en Espagne avec ma famille. Donc voilà, et donc c'est ma première conférence. Et quand j'ai su que je serais avec Jean-François, je me suis dit c'est bon, je ne vais pas avoir trop parler. En plus, c'est qu'un atelier, hein, donc c'est très, très informel. Alors le hasard fait que je connais ses parents, parce qu'il y a des années, au syndicat des fondeurs, je ne sais pas trop quoi, à Marseille, je crois. Des fondeurs ou des frondeurs? Des fondeurs. Parce que je Son te papa vois était bien attaché dans les à deux, moi. Son papa rentre dans l'Algérie à 4 sous, rachète une fonderie d'aluminium, il n'y connaissait rien du tout, invente une poêle très spéciale et fait les marchés tous les dimanches pour vendre ses poêles et vanter les mérites de ses poêles. C'est ça, hein? C'est pour ça, c'est vraiment un entrepreneur, ça. Le gars qui connaît rien à un métier, la fonderie, c'est vachement technique. Hein. Il ne sait pas ce qu'il fait dans les GM, ça n'a rien à voir avec la fonderie. Et je retrouve chez Fiston le même esprit d'entreprendre. Parce qu'il fait une mine en Espagne, c'est quand même pas tout le monde qui fait ça quand même. J'avais le choix entre l'Allemagne et l'Espagne, mais je préfère manger qu'une chose que les... Bon, on démarre. Donc, première question, c'est qu'est-ce que ces nouvelles organisations ont amené comme nouveaux problèmes? Il n'y en avait pas d'ailleurs, hein, c'était les anciens problèmes. Mais je sais qu'il peut y avoir parfois quelques nouveaux problèmes dus à ces nouvelles organisations où les gens sont plus autonomes, où il y a moins de procédures. Donc, qu'est-ce que ça a amené? Est-ce que ça a changé les rapports avec l'inspection du travail? Est-ce que ça a amené d'autres frictions, des problèmes nouveaux ou pas? Après, la deuxième partie, ça sera comment est-ce qu'il vaut mieux les traiter? Ok, mais entre les deux, on demandera à la salle quelles sont eux les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Ça vous va comme... Commence. Je commence, j'ai plus le réveil. Allez, on va dire à Mathieu alors, déjà. Oui, je suis un peu embêté avec cette question parce que on n'a pas trop de problème avec l'inspection du travail. Je crois que je l'ai vu 4 fois en 15 ans. Oui, avec le droit du travail. Oui, alors d'une manière générale, oui. Alors, parce qu'on se focalise sur l'inspection du travail, mais il n'y a pas que l'inspection du travail, il y a tous les services autour, oui, c'est ça. Maintenant, qui sont plus ou moins le droit du travail, qui sont plus ou moins maintenant regroupés au sein de la directe. Mais en fait, moi, c'est une société familiale, donc j'ai beaucoup appris des générations d'avant. Mon père m'avait dit, tu les appelles jamais, tu les évites au maximum, et quand il vient, t'écourtes les conversations le plus rapidement possible. Donc je me suis plutôt efforcé de faire ça au fil des ans. Et donc je crois que j'ai vu 2 fois son prédécesseur et 2 fois la nouvelle inspectrice du travail. Et la première fois que je l'ai vue, la nouvelle, on a eu un accident assez grave d'ailleurs. On est des métiers assez accidentogènes quand même. C'est la métallurgie, c'est un peu... Et donc, elle m'a tagué en tête en me disant que, grosso modo, je ne fais pas le nécessaire pour protéger mes salariés et que moi, de toute façon, j'ai le cul tranquillement assis dans mon bureau et que ça ne me dérange pas trop. Donc, je lui dis que non, quand même, c'est pas tout à fait ça, que je me sens qu'il n'y a rien de pire qu'un accident du travail, d'autant que c'était quand même une personne que je connaissais. Moi, je suis issu du village, en fait, où la fonderie a été créée. Donc là, en l'occurrence, c'était une salariée, c'était une copine à ma sœur qui bossait dans la boîte. Donc non, on ne peut pas dire que c'était une amie, quoi. Enfin, quasiment, quoi. Et elle me dit, vu comment vous traitez vos amis, je fais bien d'être votre ennemi. Bien parti. Là, je me suis dit, bien parti. Ça va être difficile, quoi. Parce qu'avec une vision un peu dogmatique comme ça, c'est un peu compliqué, quoi. Donc là, bon, dans des moments comme ça, il faut suivre. Hein. Elle vous dit de faire ça, bon, on fait ça. Puis au fur et à mesure, quand elle a vu qu'on suivait toutes ces actions et qu'elle n'avait plus rien vraiment à se mettre sous la dent, bah, il y a eu un autre truc ailleurs, et puis on essaie de ne pas faire trop de bruit pour ne pas être trop vu. Mais voilà, en fait, le moins de relations possible, et quand il y en a, le moins d'informations possible, le moins de... on ne cherche pas du tout la relation, on ne cherche pas non plus à l'éviter. Hein. Les valeurs que j'essaye de faire passer et qui maintenant, grosso modo, sont un peu ancrées chez mes collaborateurs et collaboratrices, c'est on ne défie pas la légalité par envie ou par défi, c'est juste qu'on fait en sorte de... Enfin, on ne fait rien pour la connaître parfaitement, donc on ne fait pas de veille ou quoi que ce soit, donc... et en tout cas, la loi n'enfreindra jamais. Au moment de prendre une décision, il ne faut pas que la loi soit un frein à prendre la bonne décision et la meilleure pour la société, et pour nous en général. Donc
prend la bonne décision. Si jamais elle n'est pas tout à fait sur le chemin que la loi nous a fait, d'abord en général on ne le sait pas. Et c'est une chose que je leur laisse faire. En sachant que eux auraient tendance à ne pas le forcément faire et je les pousse à le faire en disant non, prenez la meilleure décision pour la société. Prenez la meilleure décision pour nous. J'en serai le seul responsable. Par contre, une chose que je m'astreins, c'est au sein du groupe, je suis le seul mandataire social de toutes les structures. Donc si jamais il y a un problème, je serai le seul responsable. Voilà, grosso modo, un petit peu. Donc j'ai pas vraiment de problème, quoi. Alors j'en aurais peut-être. Des amendes. Oui, j'ai été au tribunal quelques fois. Entre l'exhibitionniste et le drogué. Et en général, on est plutôt bien. Je crois qu'elle avait demandé 50 000 euros, j'ai eu 500. Donc, lorsqu'on est pris à défaut, c'est plutôt parce qu'on ne connaissait pas la loi que parce qu'on l'a fait par vénalité ou par profit. Donc enfin, on a quand même certaines circonstances atténuantes. A priori, enfin, on joue là-dessus en tout cas. Donc oui, ça m'est arrivé d'aller au tribunal quand même quelques fois, quoi. Donc ça fait malheureusement partie des choses. Et sur la question des instances représentatives du personnel? Ah oui, alors on les a toutes. Enfin, on les a toutes. Je ne sais pas, ça doit bien se passer parce que j'y vais pas. C'est les directeurs d'usine qui y vont. Moi j'y vais s'ils me le demandent. S'ils ont des questions, en général, on n'attend pas les... Aujourd'hui, ce ne sont pas des instances qui ont énormément de poids. Elles ne font que, en fait, un petit peu de... Elles formalisent des choses qui se font en dehors, quoi. Parce qu'elles se voient tous les mois, mais en fait, on n'attend pas la fin du mois ou le début du mois pour prendre des actions, quoi. Il y a quelque chose à faire, on le fait, et puis... les délégués du personnel, ils parlent plutôt aujourd'hui comment la société évolue, de la prochaine fête, parce que en tout cas là où c'est le plus poussé, c'est dans la fonderie. Nos délégués du personnel, ils sont responsables du comité des fêtes de l'usine. On a instauré ça, en fait ils organisent 2-3 fêtes par an, et donc c'est plutôt un moment où en fait ils organisent un petit peu qui fait quoi, ce qu'on invite la voisine. C'est plutôt bon enfant, quoi. J'aime bien ces minimalistes qui sont mis dans le côté œuvre sociale du CE. Pardon? Ils sont mis dans le côté œuvre sociale du CE, version... Oui, enfin, nous, on est 100, hein. Enfin, on reste une petite structure à 100... Je crois que le CE, c'est pas 400. Oui, non, mais on en a un, quoi. Mais CEDP, c'est les mêmes. Enfin, je ne sais pas si on a le droit, mais enfin, nous, on a fait les mêmes. Sinon, on ne va pas se réunir 50 fois pour dire la même chose, quoi. Voilà, mais finalement, ils ne sont pas dans la revendication, ils sont dans l'accompagnement. Oui, complètement. Ah ouais, des fois. Non, oui, c'est quasiment jamais des revendications. Et en fait, parce que la plupart du temps, on a déjà discuté en amont, quoi. Quand il faut faire ça, bah oui. Quand vous dites discuter en amont avec eux, on est aussi que n'importe quel salarié. Ah oui. En fait, il y a... à un moment donné, eux sont délégués. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tout petit peu plus de charisme et d'entrain à faire les choses, quoi. Oui, c'est comme dans un groupe, quoi. Comme dans une équipe de foot, il y a 2 leaders, c'est ceux qui chantent, quoi. Et les 9 autres, ils suivent, quoi. Bah, là, c'est pareil. Il y en a 2 ou 3 qui poussent un peu les autres. C'est eux qui vont organiser, c'est eux qui vont faire les choses, et c'est plutôt eux qui sont élus, parce que sinon, rien ne se ferait, quoi. Donc c'est plutôt ceux qui ont du charisme qui amènent les autres à faire des choses, mais non, il n'y a quasiment aucune revendication au sein de l'instance. Pour l'instant. C'est des gens qui font partie de l'organisation nationale ou Non, alors il n'y a pas de syndicat. Jusqu'à maintenant, parce que là maintenant, dans une des usines que j'ai rachetée, j'ai une syndicaliste. Donc, ça va être nouveau pour moi. Les premiers échanges n'ont pas été très constructifs, mais on va s'adapter.
On va s'adapter, comment s'adapter avec Capgemini? On va s'adapter. Non, là, le problème que j'ai eu, c'est que au début, j'aime bien un peu quelqu'un, donc on a fait une réunion, et finalement, entre ce qu'on a dit dans la réunion et ce qui s'est traduit derrière, il y a eu un filtre incroyable. Donc, je me dis, bon, alors maintenant, on va parler de la pluie et du beau temps en réunion, puis on réunira tous les salariés pour parler des vraies décisions, quoi. S'il y a un filtre, on la chante, quoi. Puis voilà. Il faut faire avec, quoi. C'est ça, on va pas se battre contre ça, quoi. Elle veut être syndiquée, de toute façon, on peut rien faire. Elle est sûre d'être élue parce qu'on n'en a pas d'autres. À partir de là. J'ai des questions, en fait, par exemple, plus juridiques. Concrètement, dans les relations, entre guillemets, managériales, si on n'a pas dans une entreprise libérée, ce qui est le cas, comment vous faites pour gérer contractuellement des éléments simples, c'est-à-dire comment vous faites pour intégrer dans un contrat de travail le fait qu'il n'y ait pas de relation hiérarchique? Je suis pas. Juste quelques exemples, et puis comme ça, vous allez dérouler derrière. Les vacances limitées, pas de relation hiérarchique. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Pas de relation hiérarchique, pas de vacances. Pas de vacances? Non, c'est des vacances limitées, c'est-à-dire que c'est pas soumis à un organe. Typiquement, et en cas de licenciement, ce qui peut arriver dans une entreprise, comment vous avez dû gérer ça? Comment vous avez fait contractuellement, juridiquement pour gérer ces Alors, je vous arrête tout de suite. Si c'est ça, nous, on n'est pas libérés. En fait, pour ça, à mon avis, il n'y a pas de stéréotype d'entreprise, quoi. Jean-François, il va nous raconter son entreprise. Moi, je vous raconte la mienne. Très différent. Moi, je l'ai écouté il y a 10 ans. Je suis sorti là, je me suis dit, je vais tout casser. Puis au bout de 3 mois, en fait, on a oublié parce qu'on avait pris par le quotidien et tout ça. Puis petit à petit, en fait, on s'inculque de certaines valeurs, mais il faut s'adapter à votre entreprise, c'est quoi ses marchés, les personnes que vous avez, où elle est située, sa taille, sa culture, son histoire. Et puis je me suis aperçu que finalement, ce qu'ils m'ont raconté, moi, c'était pas possible, quoi. Et pas possible parce qu'on n'a pas la même culture, on n'est pas des picards, on est des Équerre-Simois, les mecs, ils ont jamais, quand ils sont allés à Brive, ils ont fait le bout du monde, quoi. Donc nous, non, on a des dossiers du personnel. Et évidemment, ils prennent des vacances et puis ils remplissent une petite fiche pour prendre des vacances. Mais c'est... Je veux bien, alors je vous définissiez, c'est un sujet qui est intéressant, c'est alors qu'est-ce que c'est pour vous une entreprise libérée? Je sais pas trop. Ma définition, c'est simple, c'est pas d'organisation hiérarchique, on ne dit pas aux gens ce qu'ils ont à faire, donc dérouler juste ces deux principes-là de manière simple, ce qu'on fait. Il y a plein de questions qui se posent juridiques. Alors à l'international, c'est pas grave, on fait des contrats prestataires. Donc, mais en France, il y a un vrai débat. On est avec un avocat sur ces questions-là, et aujourd'hui, c'est le vide juridique. C'est-à-dire, je dis, quand on échangeait avec mon avocat, il me dit alors, vacances illimitées. Pardon, avocat du droit du travail. Donc, je croyais que c'était l'objectif aujourd'hui sur la conférence. Et comment vous faites? On fait beau. Non. Vacances illimitées, c'est pas possible, quoi. non mais c'est pas possible parce qu'à un moment donné, il faut que l'entreprise soit suffisamment mature pour y arriver. Peut-être qu'un jour on y arrivera, quoi. Et moi j'ai des gens, la dernière fois, il y a un gars qui m'alpague, il y a quelques années, il m'alpague dans le couloir, il me dit mais c'est quoi ce bordel, tu m'avais dit que tu m'augmenterais et j'ai pas eu d'augmentation. J'ai dit attends Jean-Michel, 25 ans qu'il bosse dans la boîte. Moi quand j'étais petit, je faisais les stages dans l'usine, il était déjà là, quoi. Il dit amène-moi ta fiche de salaire, quoi. Il me dit regarde, 151 € et c'est toujours 151. Je lui dis non, ça c'est le nombre d'heures, le salaire est à côté. 25 ans, quoi. Donc si j'aurais dit vacances illimitées à des gens comme ça, ils vont partir en live, quoi. Non mais c'est pas possible, quoi. Non, je pense que, en fait, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à ça, quel modèle on voulait inculquer, et en fait, le modèle, c'est quelle valeur vous avez. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle, voilà. Je pense que c'est d'abord des valeurs et quelques points clés. La valeur, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait le moins de structure possible.
le moins possible, pas du tout de structure. Et puis, pas de structure possible quand vous avez 10 clients dans l'automobile à faire tout le temps le même produit, ou nous, 100 clients avec 800 produits, même si on fait le même métier, c'est pas possible. La pièce, je la revois dans 3 ans, si j'ai pas de structure, un mec qui à un moment donné a écrit un truc dans un dossier, quoi. Il n'y a plus personne qui se souvient comment on l'a fait, quoi. Donc c'est le bordel. Nous, on la contrôle la pièce, parce que comme on la voit une fois tous les 3 ans, si on la contrôle pas. Et si je vais dire à un mec de l'aéronautique, je contrôle pas la pièce, le mec, c'est pas possible. Donc il faut adapter. Par contre, la valeur, c'est de dire on a moins de structure possible. Donc tout ce qu'on pense qui ne sert à rien, on ne le fait pas. Par exemple, on est 200, on n'a pas de DRH. Pour moi, ça sert à rien. C'est une fonction qui sert à rien. Je ne le dis pas trop fort parce que je crois qu'il y en a. Je crois que là-dessus, vous êtes assez d'accord. Voilà. Par contre, il y a d'autres fonctions que j'ai. La qualité, j'en ai beaucoup. Des gens qui font de la qualité, même si, bon, en général, c'est d'anciens opérateurs qui évoluent vers ce poste-là, parce que ça leur plaît, quoi. Mais il n'y a pas du tout de modèle, quoi. Et je pense que ça serait une erreur de se dire, oh, on va faire ci, on va casser tout ça. Non. Ça, c'est pas possible, quoi. Et en plus, moi j'avais un souci, c'est que donc j'ai regardé, il y avait FAVI, il y avait Poult, il y avait Harley Davidson, enfin il y avait plein, quoi. Les entreprises libérales, elles ont toutes un point commun, elles ont failli mourir. Et un jour, elles ont dit, soit on fait ça, soit on meurt. Et nous, en fait, on gagnait déjà bien notre vie, quoi. Et quand j'ai dit à mes collaborateurs, on va tout changer, ils m'ont fait, oh, pourquoi on changerait tout, quoi. Ils disent, on va pas tout changer, on gagne déjà bien notre vie. Ouais, mais ça va être mieux et tout. Donc ils m'ont un peu freiné, quoi. Ils ont eu raison, parce que ça ne s'instaure pas, quoi. C'est soit vous mettez votre tête sur le billot, parce que de toute façon vous n'avez pas le choix et vous changez tout, soit ça évolue doucement, les évolutions elles se font doucement, quoi. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de dire, j'ai personne qui fait de la veille documentaire. Donc les lois, par exemple, la pénibilité, tout ça, on l'a appris parce qu'un jour on a reçu un courrier, il va falloir faire ça. Et ce que je dis à mes équipes, c'est le courrier, vous le mettez à la poubelle. D'accord ? On attend la deuxième relance, troisième relance, la première mise en demeure, la deuxième mise en demeure. La deuxième mise en demeure, on écrit un petit courrier comme quoi on l'a bien pris en compte, et on les remercie de nous avoir alertés sur ça, et qu'on va leur fournir un plan d'action qu'on fournit 6 mois après, avec une date de 2 ans après. Parce que ça ne sert à rien. Moi j'estime que ça ne sert à rien, et eux ils estiment que ça ne sert à rien. Alors, mais néanmoins, c'est bien qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Et alors pour ça, l'exemple c'est bien, quoi. J'ai ma collaboratrice, alors quand je dis que j'ai pas de RH, j'ai néanmoins dans chacune des unités une personne qui s'occupe de la compta, de la paye, de la trésorerie, de l'administratif et qui fait les dossiers du personnel. Et à qui on fournit le numéro d'une avocate. Si elle a une question que ce soit, elle appelle l'avocate. Comme ça, s'il y a un dossier à faire, bah, on fait... Par contre, il y a la personne qui va gérer machin, truc. Ça, c'est la production qui se débrouille avec ça. C'est le chef d'équipe qui sait si ces bonhommes ils ont besoin de ça. C'est l'opérateur qui sait s'il a besoin d'être formé à ça. Et ils se débrouillent entre eux. D'ailleurs, je ne sais pas très bien comment ça marche. Mais et un jour, donc cette dame-là, elle vient me voir et elle me dit il y a l'égalité homme-femme, c'est un sujet qui me tient à cœur, j'aimerais monter le dossier. Je dis, amen, vas-y. Donc elle va se former, un truc. Donc elle est la première du département de... Nous, c'est le département du Lot, et 4e moins peuplé de France. Donc elle va à Cahors faire une formation avec la déléguée de personnel qui est aussi une femme. Donc ils vont toutes les deux. Elles suivent assidûment les 3 ou 4 formations, elles font un premier papier, elles font super bien, et en plus elle me dit, nous on va être super bien parce qu'on est égalité, dans une fondée on a 45% de femmes, dans toutes les équipes, dans tous les trucs, au CODIR on a 4 femmes sur 8, donc on est nickel. Elle envoie le document, super bien léché et tout, retoqué. Retoqué, oui alors... vous avez des bons résultats, mais vous ne mesurez pas vos résultats. Ah, vous devriez aller suivre la formation d'un tel. Donc elle dit, bah, moi je l'ai suivi la formation. Ah, bah, on ne vous l'a pas bien expliqué, parce que ça ne répond pas à tel article, de tel article, de tel article. Ah. Et puis moi j'étais de passage, je ne sais pas où, là, et puis je vois
je vois le patron de la directe. Et je lui dis, tiens, on fait quand même votre truc, là. On s'est fait retoquer. Il y a combien d'entreprises dans le département qui ont répondu? Ah, vous étiez les premiers. Donc je reviens et je dis, on était les premiers à avoir répondu. On est les premiers à avoir fait la formation. On respecte tous les trucs et ils nous retoquent. Merci, quoi. Vous n'êtes pas prêtes de... Et là, ça les a dégoûtés. Ça les a complètement dégoûtés. Elles ne sont pas prêtes de se faire reprendre un peu. À partir du moment où c'est pas constructif, donc voilà, donc s'ils veulent le faire, ils le font, et rapidement ils s'aperçoivent que ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà, on ne pousse pas trop. Donc c'est pas parce qu'on a une obligation qu'on la fera, quoi. On la fera que si on nous y oblige, mais encore une fois, on est une entreprise familiale, on est loin du centre de décision, on est dans un village de 1000 personnes, on est 100 personnes, on est issu du village, on connaît le maire, on connaît le député, c'est des copains. Voilà. Si jamais il venait avoir un problème, on peut faire jouer certaines relations. Voilà comment on voit les choses, quoi. Et pourtant, on essaie de suivre les règles. On ne le fait pas par défi de ne pas suivre les règles. C'est juste qu'on... Donc, outre le fait qu'il y a, par exemple, ce que j'entends, c'est que vous avez une organisation qui est assez malléable, où il y a une personne qui a plusieurs rôles, notamment à l'administratif, et une bonne communication et une petite structure. Qu'est-ce qui fait de vous une entreprise libérée? Bonne question. Je sais pas. D'accord. Je crois que c'est un dirigeant libéré. En fait, quand je me suis pas mal posé la question, et en fait j'avais vu, il n'y a pas d'exemple d'entreprise libérale. Alors si, il y en a, il y a l'archétype, c'est 600, il y en a 4 dans les bureaux, et ça tourne comme ça, et avec des profils effectivement qui sortent de la norme complètement. Ce sont des structures qui en général, alors, ont failli mourir, quasiment toutes. C'est pas notre cas. Hein. À l'époque? C'est pas notre cas, non. D'accord. Et c'est la nommé les questions. Alexandre non plus d'ailleurs. Ah si, Alexandre est passé. Oui, elles forment beaucoup plus, elles ont une structure effectivement un peu légère, elles forment énormément plus leurs collaborateurs, mais sans commune mesure. C'est de 1 à 10 par rapport à ce qui se fait d'habitude. Elles laissent une autonomie très importante dans les décisions. Puis je ne sais plus quoi, il y avait encore 2 ou 3 autres. Et donc en fait on s'est plutôt attaché à faire des choses comme ça, quoi. Donc en fait c'est plutôt, on a pris des trucs qui nous plaisaient bien et puis on essaye de voir si ça marche, quoi. Et comment vous gérez l'autonomie, par exemple, justement pour répondre à la question de monsieur? Répète ta phrase. Comment vous gérez l'autonomie, On la forte autonomie? On la gère pas. Comment gérer l'autonomie? Bah oui, mais faire écho au lien de subordination. Gérer l'autonomie, tu te rends compte du non-sens de ce que tu dis? Oui, mais c'est Gérer l'autonomie. pour faire formule. D'accord. En fait, comment le salarié, par nature, enfin, dans son contrat de Par travail... nature? Tous les salariés sont identiques? Non, mais il y a pas de Je pense que c'est une déformation professionnelle. Je suis avocate en droit du travail. Le C'est quoi, salarié, t'es avocate? il est lié à l'employeur par un lien de subordination juridique. Non. Ça, c'est... Non, mais dans le droit, moi, je voudrais juste Oui, savoir... oui, oui. J'ai juste besoin de savoir aussi... Mais c'est quoi la question? comment, en fait, vous mettez en... Enfin, comment le salarié, il dispose de toute son autonomie, etc., alors qu'il est lié par le contrat de travail, par un lien de subordination avec l'employeur. Ouais. Et du coup, je voulais savoir concrètement comment ça se passe. Alors, cet été, on a fait une fête, parce que je m'étais dit qu'on n'allait pas suffisamment vite dans la mise en place de certains ateliers. Et je leur ai montré un petit truc du bonheur du travail, ça venait de sortir et tout, puis on a fait un cochon, enfin, un truc comme ça. Donc, de toute façon, j'avais rien à gérer, quoi. Bon, par contre, à 2h du matin, quand il y avait des poivreaux sur le parking, c'est moi qui les ai ramenés. Mais c'est eux qui avaient géré ça. Ils avaient fait très bien. Ils avaient même invité la voisine pour éviter de l'embêter, parce qu'on est dans une petite zone artisanale, mais on a une voisine. Et donc c'était une très belle fête. Et donc je leur montre ça, et je leur dis voilà, on va former beaucoup plus que les autres. Et donc ce que j'aimerais, alors on va former plus que les autres, on va revoir le système de primes, parce que le système de primes, ça ne me convient pas. Et puis, parce que c'est les chefs qui donnaient les primes. Alors en fait, ça les mettait vachement en porte-à-faux, quoi. Oui, alors jusqu'à maintenant, en fait, on avait une prime, c'est un peu compliqué, c'est le chef d'équipe qui donne une prime en fonction si la personne est là, pas là.
fonction de sa productivité, enfin le truc classique. Et en fait, on s'est aperçu, enfin ils se sont aperçus, les chefs d'équipe ils nous ont dit en fait ça met en porte-à-faux, quoi, parce que les opérateurs c'est des copains, quoi. Mais à partir du moment où je deviens chef d'équipe et que je les note, bah, on est un peu moins copains. Et donc le dirigeant du site m'a dit ouais, il faudra un autre système, quoi. Il faudrait que ça soit un truc à peu près automatique sur une performance individuelle, une performance globale, une performance de l'usine, quoi. Enfin, il faudrait qu'on se débrouille un peu comme ça, mais je ne sais pas trop comment faire. Et j'ai dit bon, on n'a qu'à demander. Donc en fait j'ai dit voilà, j'aimerais qu'on puisse revoir ce système de primes, j'aimerais qu'on puisse faire de l'amélioration continue et j'aimerais qu'on puisse faire beaucoup plus de formation, mais comme ça pose un problème de moyens, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui savent plein de choses dans l'usine, vous faites des propositions de ce que vous savez faire, il faut qu'on trouve une sorte de comité, de machin, truc pour histoire que ça ne soit pas la pêche à la ligne le dimanche matin, quoi, et que ça serve un peu à l'entreprise, et il y a des gens qui suivraient les formations, et puis si elles sont vraiment bien, on continue à les faire comme ça, interne, quoi. Et je leur dis, bon voilà, ça serait pas mal de faire ça, donc on avait, le directeur de l'usine, il avait trouvé 2-3 pilotes, 2 pilotes, je crois, par atelier, à qui on avait présenté le truc, ils étaient d'accord sur le principe, et on a dit, voilà, voilà ce qu'on aimerait faire, voilà les pilotes, allez les voir. Et puis on a fait la fête. Les vacances sont passées, et puis en septembre, octobre, et puis en octobre, je vais voir le directeur de l'usine, je lui dis, t'as des nouvelles des ateliers? Bonne nouvelle. Bon. Novembre, décembre, toujours pas de nouvelles des ateliers, non, toujours pas de nouvelles. Bon, je me dis, c'est mort. Et ben en janvier, on rentre de vacances, et un jour, je passe dans un couloir, et je vois une petite affiche. Oui, suite au discours de Mathieu cet été, et de son histoire de prime, là, on cherche des volontaires. Et nous, ils avaient regardé ça dans pas mal de trucs. Donc voilà, mettez-vous en relation avec les deux avec les deux pilotes. Et puis après, la semaine d'après, j'ai revu un truc. Vous aimez communiquer, venez au groupe communication interne, l'équipe communication. Et puis après, et puis il y a des noms, et puis de temps en temps, j'en vois quelques-uns qui arrêtent leur poste de travail. Ils se mettent d'accord avec leur chef d'équipe, quoi. Ils n'arrêtent pas comme ça, quoi. Ils disent, bon, j'ai le groupe, ils vont, ils se réunissent, je ne sais pas ce qu'ils se disent d'ailleurs, mais ça commence à vivre. Ça a mis 6 mois finalement. Et en fait, on n'a rien fait, si c'est ça que je veux dire. On n'a rien fait. On l'a laissé le mariner. Et finalement, ça aurait pu ne pas sortir. Là, ça sort. Après, ce que ça va donner, on ne sait pas trop non plus. Mais... Donc en fait, il n'y a pas cette... comment dirais-je? Oui, il y a un contrat de travail. Oui, mais la hiérarchie, elle ne se sent pas au quotidien. Quasiment pas. Il y a un truc vachement important. Il faut prôner sans organiser. Dans les boîtes, on organise, les gens ne savent pas pourquoi. Et quand on organise de la tête, on fout le bordel. D'accord? Donc il faut prôner. Le boulot d'un patron, mais il dit plein de choses intelligentes, mais il ne s'en rend pas compte, je crois. Parce que c'est pas péjoratif, loin de là. Hein. Quand c'est un homme de terrain, il fait des choses de terrain qui sont pleines de bon sens. Tout ce qu'il dit, c'est du bon sens. C'est pas la logique. Et son fait de ce qu'il vient de faire, l'exemple qu'il a cité, c'est très rare. Tous les patrons cherchent à organiser. Et la sagesse, c'est de prôner, c'est d'expliquer aux gens, tiens, on pourrait peut-être faire ça. Ça prend ou ça prend pas. Et il a raison. Si la mayonnaise n'avait pas pris, c'est que ce n'était pas un besoin. Si la mayonnaise a pris, c'est que c'est un besoin. Si on avait dit, on va remettre en cause les primes, là, tu fous le bordel. Hein, procéder selon les circonstances. Il a créé les circonstances. Le fait de dire aux gens, bah, faites des groupes si vous voulez. Et c'est les gens qui prenant ça, qui ont été jusqu'au bout de l'idée. Il faut prôner sans organiser. C'est simple la formule, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est mon successeur, c'est Dominique, mon successeur. Qui un jour il m'a dit, vous avez l'art de prôner sans organiser. Par paresse d'ailleurs. Mais ce mot-là est un maître mot du management. Hein. Prôner sans organiser. Après, on veut aussi que ça essaie d'être constructif. Donc en fait, l'idée qu'on avait eue, c'était qu'on avait dit, voilà, si on est trop dirigiste, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'était, voilà, le prescripteur, ça sera le directeur de l'usine. Donc lorsque votre groupe marche, machin truc, si vous avez des questions ou ça, et pour la mise en œuvre, voyez avec lui, vous vous mettez d'accord avec lui, il sera là pour vous aider, quoi. Parce qu'il ne peut pas être juge et partie non plus, quoi. Il ne peut pas être non plus impliqué, parce que c'est lui qui aidera à la mise en œuvre. C'est l'interlocuteur quérable. C'est important ça. Avoir quelqu'un qui est quérable. Quérable, c'est si j'en ai besoin, j'y vais, mais je ne suis pas obligé. Ce n'est pas un point de passage obligé, son directeur. C'est l'interlocuteur quérable. Oui, c'est la différence qu'il y a. Il n'a pas dit le responsable du truc, ça sera monsieur machin, directeur. Non. Si vous avez un problème, vous allez voir monsieur machin.
Hein, les gens ont besoin de savoir à quoi se rapprocher s'ils ont un problème. Mais c'est pas imposé. Oui, et puis on n'a pas de conflit là, avec le droit du travail, c'est pas la même chose. Donc la question, moi, je trouve importante, c'est le fait, c'est vrai que supprimer les hiérarchies, bon, ça traîne beaucoup sur les réseaux, ça fait sauter certains, c'est évidemment, ça ne fait pas partie d'entreprise libérée, personne n'a dit qu'il faut supprimer les hiérarchies. Mais si vous créez l'autonomie et que les gens, ils n'ont plus besoin de chef, ben, je vois pourquoi vous en garderiez, ou alors si vous avez envie de les payer pour rien faire, c'est bien, mais c'est une résultante. Hein. Chez Fabi, c'est un jour, ils étaient assez autonomes, et on s'est aperçu que le chef, à l'ancien système, enfin appellation de chef, il n'était plus utile. Donc on enlève de lui-même, peut-être qu'il partirait. Donc dans ces cas-là, est-ce qu'il y a un conflit entre la subordination qu'il y a dans le contrat de travail et le fait qu'il n'y ait plus de responsable? Non. La loi ne crée pas de conflit, il ne peut pas y avoir une intervention. Je crois avoir vu passer un email de mon avocate me disant que mes contrats de travail cadre sont non conformes à la loi. Donc, et auquel je lui ai dit oui, mais ils marchent depuis pas mal de temps, donc on ne va pas les bouger. Donc en fait, en pratique, ils ont. Parce que c'est un problème de RTT, on truc comme ça, au forfait. Ils ont 11 jours. On a toujours eu 11 jours de RTT par an. Enfin, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça marche. Enfin, j'en ai pas, je suis un peu. Ils ont à peu près un jour par mois et ils le prennent. Et je crois qu'on n'est pas tout à fait au feu, mais ouais, ça marche, je ne suis pas emmerdé, donc on ne change rien. Moi j'ai une question. Pourquoi vous avez des contrats de travail? Je crois que c'est pas obligatoire. Oh, bah, on a toujours eu. Donc, ouais, c'est pas obligatoire. Le contrat de travail, c'est-à-dire un employeur qui protège tout ce que pourrait faire le salarié. Mais, contrat écrit, mais pas obligatoire. Mais nous, on ne cherche pas à faire le plus simple possible. Hein. Nous, on a toujours fait des contrats de travail, on continue à faire un contrat de travail. Et je reviens plus sur ce que vous disiez tout à l'heure, ouais, ça sert à rien de faire ça. Ah bah non. Oui, mais si on le sait, quoi. Je savais même pas que c'était même pas obligatoire. Donc, Si c'est un contrat en commun, c'est pas obligatoire. oui, mais enfin, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, ça formalise un peu les choses au début. Mais, vous voyez, embaucher quelqu'un et lui dire, bah non, il n'y a pas de contrat ici, c'est pisse and love, quoi. Ouais, c'est comme on veut. Non, à un moment donné, vous l'avez dit, on est l'employeur et il y a un collaborateur. C'est pas mal de. Qu'il sache un petit peu qu'est-ce qu'on va lui demander, combien il est payé, pour qu'il puisse donner sa démission de l'autre côté s'il souhaite nous accompagner. En général, ça rassure un peu tout le monde. Un contrat, c'est un copier-coller, c'est 5 minutes. Quoi. C'est pas non plus. Non, mais ça ne demande pas énormément de travail. Finalement, le contrat des cadres n'est pas aux normes. Imaginons que, je sais pas, l'inspecteur du travail se pointe et dit tiens, je voudrais voir vos contrats, ils ne sont pas aux normes. Donc votre truc, vous, c'est de dire on ne va pas modifier les contrats pour qu'ils soient le truc, on va laisser courir. Quoi. On va faire le rond, quitte à passer au tribunal, à payer une petite amende et. Non, on verra. Ah non, c'est une question. Bah, je sais pas. On verra. On y sera, oui, on y sera tout de suite un peu tout, quoi, mais. On se fait pas de soucis avant. Bah non. Et pour le coup, même si je sais qu'ils n'aient pas tout à fait truc, on ne changera pas pour l'instant, quoi. Ça ne peut que. Il y a deux trucs que je refuse au sein de la. Moi, je suis un ancien ingénieur qualité, alors. Donc, à chaque fois qu'il y a des auditeurs, à chaque fois dans tous les sites, quand le gars pose une question, l'auditeur pose une question, il m'appelle le responsable qualité parce qu'ils savent qu'il n'y a que moi qui peux répondre. Pourquoi vous n'avez pas de fiche de fonction? Et je leur dis, ils n'en ont pas parce que je refuse qu'on en ait. Alors là, il dit, on sort, je refuse. Parce que si vous donnez une boîte à quelqu'un, bah, il reste dans la boîte. Et nous, on ne veut pas qu'il reste dans la boîte, on veut qu'il ait l'œil ouvert. Ah oui, non, mais c'est pas normal. Bah oui, mais c'est moi qui décide ici, c'est ma boîte, donc on n'a pas. Bon, alors, en général, on n'a jamais eu de réclamation encore. On a toujours eu l'ISO. Mais voilà, la responsable qualité, quand il le dit, lui, ça passe pas, donc il faut que ça soit moi qui le dise. Ouais. Non, mais ça rejoint l'idée de Jean-François, c'est de dire qu'il faut prendre tout l'espace possible d'autonomie qu'on ait, qu'on soit le patron, qu'on soit cadre dans son service. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que leurs managers sont plutôt en deçà de ce que la direction souhaiterait. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt frileux et qu'ils n'osent pas, alors peut-être en se cachant des droits du travail ou autre point, mais donc l'idée déjà, j'entends, c'est de dire ne nous préoccupons pas trop non plus du droit du travail, faisons ce qui est utile, intelligent, qui va vers la qualité, et après, derrière, on verra un peu en fonction de ce qui se passe. Quoi. Ce qui nous semble intelligent. Des fois, ça n'est pas comme. Oui, c'est ça, on se trompe.
Alors, on sent les limites. S'il y avait un minimum de points sur lesquels se protéger, si on avait, ce serait en termes de droit du travail. Aucune Il y a idée. des trucs qu'il faut vraiment essayer de. Vous avez pas. Et du coup, quel est le pire risque que vous prenez en sachant pas du tout? Vous identifiez ça? Le pire qui pourrait vous arriver en tant que. Ah bah, le pire, Jean-François le disait tout à l'heure, le pire c'est on a un gros pépin, industriel je pense. L'usine ferme et je vais en prison. Quoi. Ferme parce que justement, elle n'a pas respecté un certain nombre de choses. Quoi. Voilà. Il servirait de ça pour dire, oui. Je pense que j'irai en prison avant qu'elle ferme. Mais ma femme est d'accord. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut gérer une entreprise de prison? Non, mais c'est un choix, quoi. C'est un choix. Mais oui, a priori, c'est un risque. Moi, là où je vois un risque avec l'entreprise libérée, c'est que l'idée, c'est que les gens sont des intrapreneurs, donc investis aussi fort qu'un entrepreneur. On va dire ça comme ça. En tout cas, c'est ce qu'on entend dans certaines boîtes. Il y a l'histoire du volume horaire. Aujourd'hui, à l'Assemblée, ils discutent 35 heures, pas 35 heures, etc. Moi, le risque que je vois, c'est quand les gens s'investissent. Par exemple, quand Jean-François raconte un gars qui prend sa voiture pour aller ailleurs alors qu'il a un contrat d'opérateur, le risque au concours, c'est par rapport à une amplitude horaire, des choses comme ça. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes autour de ça? On est quand même dans un cadre juridique qui est hyper contraignant pour protéger le salarié, et l'entreprise libérée développe une culture d'entrepreneur, avec une liberté d'entrepreneur. Il y a quand même un couac. J'ai un exemple là typiquement où on a des employés au forfait jour, des cadres, qui arrangent leurs horaires comme ils veulent, et globalement ils font pas des horaires monumentaux, et on a un ancien qui nous attaque parce qu'on ne peut pas prouver qu'on lui a laissé ses jours de repos entre deux. Donc bon, on va avoir des témoignages des gens, on va avoir des déclarations sur l'honneur, des choses comme ça, mais à ne pas faire pointer les gens, on ne peut pas prouver qu'on les force à se reposer. Ouais, c'est pas grave. Non mais je sais qu'on n'est pas carré, je sais que peut-être un jour il y en a un qui nous attaquera. On essaiera de le faire traîner le maximum du temps, mais s'il faut on paiera. On va pas emmerder tous les autres pour un. Ouais, c'est ça. Même s'il y en a un qui prend un gros chèque un jour. En fait, le risque, c'est si une personne, un salarié, se plaint. Non. C'est ça le risque de Non mais on sera prêt à assumer quoi. En fait, je veux dire que quand il y a un problème, on paye quoi. Si même vous suivez le code du travail et la lettre, il va forcément Oui, qui en va plus. trouver une faille. Donc, En si plus. on part du principe que l'État laisse Donc plus global chaud, autant éviter d'emmerder tous les autres avec. je pense que sur les 100, il y en a. Donc non, et en fait on ne suit pas trop les horaires. C'est vous qui m'avez posé la question. Non. On ne suit pas trop les horaires. Je sais que le directeur d'usine, actuellement, il est en train de refaire sa maison, donc à 4h, il n'est plus là, quoi. Parce qu'il a autre chose à faire, quoi. Et bon, d'un autre côté, hier soir, il était encore à 9h au bureau parce qu'on avait des clients espagnols. Donc, voilà. Je sais qu'à la dernière fois, je suis passé à l'usine pour montrer un nouveau robot à mes enfants et je suis tombé sur 3 opérateurs qui étaient en train de bouger leur bureau un dimanche après-midi. Ils me disent, vous faites là? Et voilà, non, la semaine, on n'a pas le temps, puis on bosse, donc on fait ça. Et donc je racontais ça à un copain qui me dit, ils ont les clés? Je ne me suis même pas posé la question. Je ne sais même pas qui c'est qui a les clés d'usine. Je ne sais même pas qui a les clés d'usine. Ça ne sort pas. Non mais c'est leur usine. Mais bon, d'un autre côté, on est dans un village, la plupart des gens sont dans le village. On a des familles entières, quoi. Donc c'est une extension du village, quoi. Donc en fait, quand ils disent on va changer de bureau, c'est parce qu'en fait on aimerait mieux travailler dans ces conditions-là et on n'a pas eu le temps de le faire cette semaine. Voilà, on a trouvé un moment. C'est un vrai patron, ils sont rares. Hein. Il y a plein de choses, il ne sait pas comment ça marche. Et ça, c'est un vrai patron. Les patrons classiques veulent savoir comment tout marche. Ils ne font pas leur boulot. Et son vrai boulot, il le fait, il est fédérateur. Mais il ne sait pas comment ça marche. C'est un patron. Patron pater. Finalement, j'ai plus parlé que je ne pensais. C'est plus facile que ce que tu crois. À table, on s'est un peu affronté. Là, je me suis dit, putain, je suis tombé sur le gamin qui s'est borné, c'est mal barré. Pourquoi pas, je m'en serais adapté. Hein. Non, c'est un vrai patron. Il ne se rend pas compte de tout ce qu'il dit, mais c'est frappé au coin du bon sens. Est-ce que ça veut dire que finalement, il y a des sortes de patrons qui se cachent derrière le droit du travail ou derrière ses obligations pour dire non, non, ça... Le nombre de conférences au moteur... Oui, mais la loi, moi je dis putain de merde, t'es patron, non, t'as des collaborateurs pour ça, c'est pas ton boulot, ça.
C'est pas le boulot du patron de regarder au machin. Son boulot, c'est de montrer des étoiles, c'est de proposer des rêves, c'est de... Mais par contre, nous, on a eu à se séparer de 2 collaborateurs l'année dernière, 2 cadres. Parce qu'en fait, je n'impose qu'une seule règle, c'est la bienveillance. Il faut qu'on soit tous bienveillants les uns avec les autres. En fait, au fil du temps, les organisations évoluent. On était 40, puis après on était 60, 70, et puis il y a des gens qui finalement n'arrivent pas à continuer à s'adapter, ou eux-mêmes changent, ou l'entreprise change. Mais à ce moment-là, même si on ne joue pas non plus sur le code du travail dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils auraient pu partir avec rien, et ils sont partis avec 2 ans de salaire. Parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont accompagné l'entreprise. Effectivement, ils ont fait des bêtises sur la fin, mais à un moment donné, ça va dans les 2 sens, quoi. Donc il ne faut pas non plus... on dit, voilà, nous, on ne doit pas être à l'écoute du droit du travail, mais ça va dans l'autre sens aussi. Il ne faut pas non plus qu'on se réalise là-dessus. Non, je dis, voilà, on ne va pas te laisser au bord du chemin, même si on aurait pu. Hein, il a fait une grosse connerie, mais ça fait rien, quoi. J'ai l'impression d'être un peu cynique. Il me semble que certaines grosses entreprises prennent des avocats pour estimer combien ça leur coûte quand ils enfreignent la loi. Donc ils connaissent la loi, ils veulent estimer le coût en cas de pépin, prendre la décision d'un moins financièrement problématique. Et j'ai le sentiment que vous faites l'économie de tout ça, en traçant votre route, en faisant ce que vous avez à faire. Et oui, on a une avocate quand même. On a une avocate. Sur le droit qui couvre aussi les points en fait, législation du travail. En fait, elle est à disposition. En fait, on a un forfait avec elle. Parce qu'en fait, comme il y a plein de trucs qu'on ne sait pas, et comme nos équipes, elles ne sont pas formées RH, donc on a une personne qui est son contact. Donc si on a une question, je sais pas, une bêtise, mais n'importe quoi, un gars qui veut partir, par exemple, on sait que les ruptures conventionnelles, il faut que ça soit bien léché, le calendrier, parce que vous vous trompez d'un jour ouvré, machin truc et tout, vous faites tirer dessus. Donc elle gère tous des choses comme ça. Donc on en a quand même une, quoi, à disposition, mais elle ne fait pas. Où est la limite entre effectivement rentrer dans les clous au niveau de la loi, de respecter des entretiens préalables de licenciement, machin, etc., où on y va au mieux et puis on reste. Non. Quand on rentre dans une procédure, on suit la loi. Les procédures, il ne faut pas rigoler avec ça, parce que là, pour le coup, nous, l'idée, c'est pas d'être de ne pas suivre la loi. Hein. C'est pas la loi, c'est essayer de le faire oublier. C'est si on le sait et qu'il faut le suivre, on le suit. Hein. On ne va pas chercher à marcher à côté du chemin juste pour emmerder. Pardon ? J'ai bien entendu, si on le sait. Là, on le sait. Les procédures, si on ne les suit pas, on risque de gros pépins, donc on les suit. Mais bon, elle nous fait tout le truc, c'est un copier-coller, on craque, il faut suivre ça, mais tel jour, pas de souci. Entretien préalable, tout ça c'est fait pour que ça... Ah bah oui, non, c'est carré. Quoi. Mais vous parlez plus des procédures individuelles que des procédures collectives. Donc là, par exemple, la remise en cause du forfait jour ou l'égalité homme-femme, finalement, ça, c'est des trucs où, si personne ne veut s'y intéresser, vous oubliez de vous... Oui, exactement. Tout à fait. Ça, c'est les IRP qui peuvent nous faire des misères. Et les entreprises collectives. Institution représentative du personnel. Ah oui. Oui, sûrement. Mais ça relève du pénal, ceci étant dit, à ma connaissance, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont trouvés en pénal, en prison en tout cas, ils les ont envoyés, mais en prison, ils sont comme ça. Sur quelles histoires Non-respect. Délit d'entrave vis-à-vis des représentants des IRP. Qui ne veut pas donner l'information qu'on doit donner au moment où on doit la donner. Ça fait dans les procédures qui est les plus... comment dire, Comme vous disiez ça, avant de se retrouver devant le tribunal, généralement il se passe un temps certain, il faut vraiment être un endurci. Le délégué du personnel, là, il avait un problème. Un jour, il est venu me voir, mais ça aurait pu être un autre salarié, mais en l'occurrence, c'est lui qui est venu me voir. Et bon, il avait un divorce qui se passait pas bien et tout, et puis il est venu me poser une question en me disant ouais, j'ai ce dossier-là. Je lui dis oh là, moi, j'y connais que dalle. Hein. Mais j'ai un forfait avec une avocate, on va l'appeler pour voir si elle peut nous aider. Quoi. Donc en fait, elle lui a plaidé son dossier, il a eu sa maison gratuite.
il avait un vice de forme avec la banque. Il a récupéré sa maison gratuite. Donc en fait, ça se passe super bien avec les personnes. Offrez une maison à vos délégués. Non, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est c'est pas un copain, c'est pas la famille, mais il a un problème. Nous, avec notre structure, on est capable de lui faire des conseils. On se pose même pas la question de se dire ça. Puis il a eu la bonne idée d'envoyer un très beau bouquet à l'avocate en même temps. Donc voilà. En fait, j'ai l'impression que vous essayez surtout pas de régler les problèmes avant qu'ils arrivent. Exactement. Vous les prenez, quand ils arrivent, vous êtes bienveillants et puis la sauce fait le reste. On espère que ça nous portera moins préjudice en été. Non, mais enfin, on le fait par nature. C'est d'abord parce que j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore supprimer les pointeuses? Nous, on n'en a pas, alors je sais pas. Ouais. Parce que je vois plein de chefs d'entreprise qui sont coincés là-dedans. Pour supprimer les pointeuses. Il y en a un qui le remet d'ailleurs, j'ai vu ça. Ah oui, alors, sur les 3 usines que j'ai, il y en a une où il y a des pointeuses. Mais là, pour en discuter en Espagne, il y en a? Non, en Espagne. En Espagne, je ne sais pas. Non, je peux regarder. Non, je crois pas. Non, celle à Albi, il y en a. Et quand je leur dis, ouais, moi les pointeuses, pauvre quoi. Alors, ils ont dit, non, c'est bien les pointeuses. Alors, bon, c'est bien quoi. Mais là, je vais quand même le gars qui fait la paye quoi. Et je lui dis, c'est quoi ce document? Ah bah c'est la récup des heures. C'est un papier, je croyais que vous aviez une pointeuse. Ah oui, parce que la pointeuse, elle marche pas. C'est tous les mecs qui pointent quoi. Donc, tous les gens, en allant pisser, je les vois pointer. Mais pour l'instant, ça n'a interpellé personne, mais ça va venir quoi. Parce que je lui dis, c'est un peu couillon d'avoir ça à la pointeuse. Il m'a dit, ouais, je vais en parler quand même. Donc, je risque de faire son chemin. Quoi. Mais je veux pas, c'est pas moi de venir et dire, ouais, pointeuse ça sert à rien, en plus je suis contre. Ah ben il y en a qui l'ont fait, ils ont même pris un. Puis ils l'ont fait. Oui, mais. Bon, voilà. C'est en 83 aussi. Oui, c'est pour ça que je le dis. Moi, je ne veux pas, je veux que les choses se fassent doucement. Et que si jamais eux se rendent compte que ça sert à rien, parce que finalement ça sert à rien, c'est ça eux qui se disent, attends, pointe, ça sert à quoi de pointer? Il faut avoir de la patience quand même. Non. Oui, alors, oui, vous avez raison. Je suis très impatient par rapport à certaines décisions, de plus en plus d'ailleurs, mais je crois que c'est parce que je vieillis. Et en fait, c'est pour ça que je m'oblige à aller voir ailleurs. Oui, là, je suis là aujourd'hui avec vous, ça me va très bien. Parce que des fois, j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite, et il faut le temps. Il faut le temps. Je reviens, j'ai une ou deux idées, je leur parle, ça leur parle pas. Et je sais que je ne peux pas en parler à tout le monde d'ailleurs des idées. Quoi. Il y a mon directeur d'usine de la fonderie, la dernière fois je lui disais, je reviens d'Espagne, j'ai fait une belle boîte, mais non, on n'en parle pas de tes trucs. Parce qu'en fait vous aviez dit, chaque employé est un entrepreneur, en fait non. La plupart des employés ne sont justement pas entrepreneurs, sinon s'il était, il le serait. Quoi. Et lui, mais non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire tourner ta boîte. Ce qui m'intéresse, c'est de bosser pour toi, bien gagner ma vie et avoir un boulot intéressant. C'est ça qui m'intéresse. Moi, tes projets, tu me parles de ça, après tu me parles de ça, tu m'embrouilles, tu m'en parles que quand c'est fait. Bon, d'accord. Et l'autre, il faut lui en parler parce que sinon, il a l'impression de ne pas être impliqué. Donc en fait, il faut faire du sur mesure, mais il ne faut pas s'attendre à ce que, sous prétexte que ce soit un directeur d'usine, il va absolument. En fait, non, tout le monde est très différent. Est-ce que lors des rachats de sociétés, vous avez impliqué les sociétés que vous aviez déjà? Alors, en fait, oui, c'est très marrant. Donc, j'ai racheté les sociétés à 2 personnes, un qui avait 72 ans et l'autre qui a 58 et qui maintenant fait partie du groupe, aussi qui va finir sa carrière à Lausanne. Et donc, je vais chez eux et ils me disent c'est confidentiel le rachat. Ok, alors, moi je dis rien, ça faisait. Moi, dès que je l'ai su, je l'avais dit à toute mon équipe dirigeante. Et on n'en parle pas. Ok. Et moi, c'est des sous-traitants à moi en plus. Alors, je me voyais mal en parler. Et puis en plus. Après le rachat, il y a le responsable industriel qui dit oh, vous savez, de toute façon, ah bon, on ne vous jamais. On vous a vu 3 fois venir en costard avec des mecs qui mettaient des chiffres au tableau avec des ordinateurs autour de la table. On s'est bien posé la question quand même. On savait que le papy voulait vendre.
Les mecs, ils ont resté ça, en fait, tout le monde le savait dans la boîte. Donc, en fait, je pars du principe que rien est confidentiel. Non, je parlais des gens de la société déjà existante. Parce que par exemple, nous on est en discussion de rachat de notre société là. Ouais. C'est simple, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, on est une dizaine, dont 5 sur site à Paris. Nous, la question elle est ouverte. C'est-à-dire, est-ce qu'on va acheter ces personnes-là ou pas? Et aller de manière complètement transparente. On va jusque-là en fait. Par exemple, vous parlez de comité de direction. Aujourd'hui on n'est que 5, mais précédemment on était 150 dans notre société. On ne veut pas de comité de direction. Typiquement, j'ai du mal à comprendre quand vous parlez pour moi, entreprise libérée égale pas de management. Si vous faites confiance... Ah non, il y a une confusion. Hein. Alexandre le redit, pas de manager si on peut s'en passer. C'était un but. Parce que libérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire libérer de toutes les contraintes inutiles. Si le management devient une contrainte inutile, on s'en passe. Mais c'est pas, on ne part pas du principe qu'on va s'en passer. Il y a des tas d'endroits où on les a gardés parce que ça a du sens. Il y a plein de compétences dans les trucs. On change leur rôle. Qui sont nécessaires. Nous, on a une responsable achat, elle est super bonne. Quoi. Et, moi, elle m'a fait gagner je ne sais pas combien sur l'électricité. Moi, je ne savais même pas que l'électricité c'était dérégulé et qu'il y avait des marchés. Mais en fait, je me prenais 7% de EDF tous les ans. Amen. On essaie de faire la productivité pour essayer de gagner ces 7%. Donc, en fait, il y a des compétences, à un moment donné, vous êtes obligé de les avoir. Oui, mais ça j'ai pas de souci. C'est obligé d'avoir une hiérarchie. Quoi. Par contre, vous parlez de primes, il y a une question sur les primes. Typiquement, les primes et les gens qu'on recrute, nous c'est simple, c'est la même prime pour tout le monde, peu importe le fait que tu travailles sur le sujet ou pas. Et là, j'ai du mal à avoir confiance égale, attends, on va te dire que tu vas avoir des primes. J'ai du mal à vous parler de confiance d'un côté. D'un autre côté, par exemple, ils vont prendre des vacances, en fait, des vacances illimitées. Il y a des études qui montrent que quand vous mettez plus de vacances, en fait, statistiquement, ils prennent moins de vacances parce qu'ils sont plus impliqués. Ouais, enfin, statistiquement, je crois qu'il y a trois boîtes qui ont fait ça. McKinsey et autres. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent. Il y a des sociétés qui font des centaines de millions d'euros qui vont vers ces orientations-là. Et en France, en France, il y a des gens qui, je pense, essaient de faire des choses différentes. Et là, j'ai du mal à voir ce qu'il y a de libéré en fait dans l'entreprise que vous me citez. Typiquement, c'est ça, par exemple les primes. J'ai du mal à avoir confiance égale. Bon, alors toi, tu vas avoir 10, toi, tu vas avoir 20. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'en fait, ils sont en train de se réunir parce que ça leur pose un problème. Mais en fait, moi, j'ai hérité d'une situation. J'ai hérité d'une situation historique où il y avait toujours des primes. Et je ne cherche pas forcément à tout casser d'un coup. Quoi. Petit à petit, mais encore une fois, moi on m'avait dit ouais, les primes c'est vachement, c'est vraiment un sujet qui est bouillant. Ils ont quand même mis 6 mois à se voir la première fois et finalement c'est pas pas un tel problème. Je pense qu'ils vont le faire évoluer. Mais vous savez, les gens sont assez conservateurs en général. Et venir avec une belle idée en leur disant, je ne peux pas du tout être médisant, et si je réunis mes ouailles en leur disant, je vais vous sortir une étude McKinsey, là, qu'est-ce qu'il m'a encore inventé, quoi, le gars. Vous voyez très bien, vous, en tant que responsable de la société, de dire, voilà, ok, aujourd'hui, c'est simple, les primes c'est les mêmes pour tout le monde, peu importe que tu ne travailles pas, ça c'est de la confiance, c'est leur dire, ok, non. C'est pas très libéral. Non, parce que je leur impose. En fait, c'est pas imposer, c'est pas une question d'imposer ou pas. Vous parlez de bon sens, et de confiance. On part du principe que la confiance, ça veut dire peu importe ce que tu fais, on te considère en tant que personne assurant des fonctions, peu importe lesquelles, mais tu travailles dans la société. Si tu es là, c'est que tu as une fonction, tu sers à quelque chose, et que les gens qui servent à rien, petit à petit, ils vont. Moi, j'ai une question. Comment vous avez fait pour licencier cette personne? C'est vous qui avez pris la décision ou c'est le groupe qui a pris la décision? Non, c'est possible. Pardon? Les cadres dont on parlait? Oui. C'est moi. Je sais pas, pour moi, il n'y a rien de libéré. Pour moi, c'est notre prise traditionnelle. Non, mais attention, je crois qu'il faut. C'est pas le sujet. Le sujet n'est pas entreprise libérée. Le sujet n'est pas du tout entreprise libérée. Ça n'a rien à voir. C'est pas le sujet, c'est hors sujet. Voilà, 35 heures aujourd'hui, moi je veux pas d'heures. C'est ça que je lui ai dit, je ne veux pas signer d'heures dans le contrat de travail. Elle me dit, c'est compliqué quand même. Le droit du travail, l'entreprise libérée, c'est le sujet d'aujourd'hui. On vous a posé une deuxième question juridique. Ok, bon, à part nous dire, bon alors accepter que le droit du travail français
il faut faire avec, et puis bon, il ne faut pas compter sur le fait que les salariés vont nous attaquer parce qu'ils sont bien dans l'entreprise. En dehors de ça, je pense. Alors c'est pour ça que je disais que je ne suis pas forcément sûr d'avoir une entreprise libérée. Mais par contre, j'ai jamais lu un contrat de travail. Je les signe sans les lire, et j'ai jamais lu la convention collective. Jamais. Et donc à un moment donné, vous l'avez lu? Non, j'ai une question. Parce que c'est du temps perdu, quoi. C'est du temps perdu. Le contrat de travail, c'est juste un bout de papier qui dit, voilà, moi, employeur, je vous emploie, vous, à ces conditions-là. C'est juste ça. Après, c'est ce qu'on en fait, quoi. Après, au fil du temps, les gars qui venaient le dimanche, ils m'ont pas dit, en fait, c'est pas dans mon contrat de travail, quoi. Je m'en fous, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vous qui avez voulu le faire et tout. Demain, ça posera peut-être un problème. Mais le simple fait de vouloir le cadrer dans un papier en se disant, on l'a écrit, donc ça va se faire, non. La confiance, c'est pas ça. À mon avis, ça passe pas par du papier. Mais c'est pour moi, hein, encore une fois. C'est ma vision des choses. Et par contre, je me vois pas, dans ce que vous me dites, hein, dans ce que tu me dis, je me vois pas, moi, arriver et leur dire ah voilà, ce système-là, ça marche pas, on va faire ça. Par contre, il y a quelques décisions qui sont de mon fait. Quand on rachète le sous-traitant, à un moment donné, je les ai prévenus et je suis venu et je leur ai dit, bon voilà, j'ai pris cette décision-là. Donc je les ai avertis très tôt, hein. Au bout de 15 jours, quand on s'était mis d'accord, je les ai tout de suite avertis, donc ils avaient averti bien beaucoup plus tôt. On a eu l'occasion d'échanger sur pourquoi je le faisais et ainsi de suite, mais c'était ma décision, il n'y a pas eu d'échange. Parce qu'à un moment donné, et c'est pour ça que je disais ça au niveau du directeur de site, c'est ma boîte. Et oui, non mais... On n'a pas, je pense, la même définition d'entreprise. Ah mais non. Ah mais non, mais entreprise libérée. Sur la décision stratégique, vous impliquez pas vos collaborateurs. Non, mais on est sur un autre mot de registre, là, on est sur le management, sur la façon de gérer. Là, donc je ne voudrais pas qu'on parte d'une définition, voilà, bon, chacun peut avoir sa définition, il y a un bon débat. C'est de dire aujourd'hui, et là j'entends bien par exemple, c'est par exemple, ça serait intéressant Jean-François maintenant, s'il y a contrat de travail, bon, on en parle, mais il y a quand même des endroits où il y en a, comment on fait pour les gérer? Vous avez des contrats de travail, vous les gériez. Voilà. Oui, donc bon, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir un contrat de travail et qu'à ce moment-là, il peut y avoir un conflit avec la justice. Moi, la confiance, ça va jusqu'au contrat de travail. Et dans le contrat de travail aujourd'hui français, alors la réponse aujourd'hui, c'est bon, faites à côté, ok. Mais je sais pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir c'est quoi les initiatives aujourd'hui sur, typiquement, voilà, dans le cadre de l'entreprise libérée, on a mis 5 avocats sur la question, voilà, ils nous ont dit sur ces sujets-là, point A, point B, point C. Ok, d'aller jusqu'au bout, de tous ces principes-là qui... Et c'est quoi une entreprise libérée? Déjà, le cahier des charges pour les avocats, c'est un peu compliqué, quoi. Droit du travail et entreprise libérée, mais non, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion d'entreprise libérée. C'est Isaac qui a lancé ça, qui a mis un truc, puis après derrière chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a pas de définition juridique. Après c'est les valeurs que vous voulez y mettre et ainsi de suite, mais ça ne veut pas dire du tout. Mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à... Ça n'existe pas, quoi. C'est un truc que quelqu'un a lancé, c'est un truc marketing, quoi. Mon directeur de vie, il me dit, ouais, l'entreprise... Il n'y a pas qu'une histoire de marketing derrière. Ça marche. Ah oui, non, mais c'est d'abord des convictions, des valeurs. Non, enfin, que pour toi, oui. Enfin, moi, non. C'est faire de conviction, c'est pas faire de loi, pardon, pour revenir sur le débat de l'entreprise entre guillemets libérée et le droit du travail, moi je voudrais que vous me disiez en quoi est-ce que le droit du travail, ou plus généralement la réglementation française, vous êtes dans votre démarche. Et donc dans votre démarche. En quoi est-ce que la réglementation est donc dans la démarche? En quoi la réglementation française m'aide dans la démarche? Oui, parce qu'elle est censée, c'est ça, si je fais bien le relais, défendre les droits des travailleurs. En quoi est-ce que le droit du travail est évident dans la philosophie, dans votre métier d'entrepreneur? Puisque moi, dans ce que vous nous expliquez là, pourquoi est-ce que c'est là? Il n'est pas du tout, quoi. Pourquoi il est freinant? Non, mais il n'est pas freinant non plus parce qu'on ne le suit pas, quoi. Enfin, mais quand je vous dis que j'ai jamais lu la convention collective, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, comme ça ne vous intéresse pas, toujours ça devient inutile pour vous, donc voilà. Oui, alors, d'abord, c'est par goût personnel, effectivement.
Et finalement, mes collaborateurs et collaboratrices n'en ont pas jugé que c'était non plus... je sais que ma collaboratrice y a un peu jeté un coup d'œil dans la convention collective. Nous, c'est Métallurgie Midi-Pyrénées. Elle m'a dit, j'ai lu 3 pages, j'ai rien compris. Quoi. Je lui ai dit, il y en a 600. Quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Daudet, de la question là? Oui, voilà, maintenant, par rapport à quelqu'un qui a géré pendant pas mal d'années des contrats de travail, et une autre façon de gérer l'inspection. Il faut revenir dans le contexte. La France est un cas particulier. La France est le dernier pays soviétique au monde. Serriec, il y a déjà 25 ans, avait dit la France est le seul pays soviétique qui a réussi. Pas communiste, soviétique. Et moi qui voyage beaucoup, qui vais souvent dans les pays de l'Est sur les conférences, je peux vous dire que la France est le dernier pays soviétique au monde. Dans ce pays soviétique, de longue date, on a perdu le bon sens. À l'origine, les paysans payaient quelqu'un pour défendre leurs terres, payaient quelqu'un pour éduquer leurs enfants. D'accord ? Et au cours du temps, c'est instauré ce qu'on appelle la fonction publique, qui normalement est au service du privé qui les nourrit par les impôts. Or, cette fonction publique a pris le pouvoir, et c'est eux qui, entre parenthèses, viennent regarder s'ils prennent bien l'argent qu'ils ont décidé de nous prendre, premièrement, et deuxièmement, on crée un code du travail qu'ils n'appliquent pas chez eux. C'est un truc surréaliste. Et ils ont créé les inspecteurs du travail pour vérifier qu'on applique bien chez nous, dans le privé, qui les nourrissons, qui sommes leurs patrons. D'accord, hein? Des règles qu'ils ont édictées sans nous en parler parce que il n'y a pas de dialogue social en France. Vous avez 40 000 salariés chez Renault en France. Il y en a 100 000 dans le monde, mais il y en a 40 000 en France. Ils font des voitures, des tracteurs, des bus, ils font des choses. Vous avez 40 000 fonctionnaires détachés de l'État et les syndicats. Donc, Serriec, à un moment donné, avait dit la France est un pur sang, monté par un jockey obèse qui se prend pour le cheval. Et alors ce qui est surréaliste, c'est quand le jockey veut parler au cheval, il se parle à lui-même. Puisque les syndicats de jockeys, de chevaux, il y a que des jockeys dedans. Et c'est comme ça qu'on a des trucs extraordinaires, ou sans qu'on réagisse. Hein. Les fonctionnaires partent en retraite basée sur 6 mois. Si jamais tu les passes à un an, malheureux. Et eux partent basés sur 25 ans. On arrive à un stade où il y a 60% des élus qui sont fonctionnaires. On a une oligarchie qui bloque tout. D'accord ? Donc, c'est pas la peine de philosopher. On est dans le non-sens soviétique, et face au non-sens soviétique, tu ne peux pas lutter. Et alors, moi, le parti que j'ai pris, en partie, parce que mon patron, je me souviens toujours de la tête, le patron qui m'a formé quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, d'accord, qui a fait une fortune colossale, qui a fait Transsociété 12 000 salariés, avait le principe très simple. Il m'a appris, il m'a dit, respecte toutes les lois. Ne cherche pas à les comprendre. C'est pas ton boulot. Tu respectes toutes les lois. Et tu verras qu'il y a des lois bizarres, il y a des lois où on ne sait pas si c'est l'État ou le privé qui a raison. Donne toujours raison à l'État. Garde ton énergie pour le futur. Garde toute ton énergie pour le futur. Ton boulot, c'est de faire du fric. Parce qu'une société, normalement, chacun donnait sa valeur. L'enseignant donnait une valeur abstraite, enseigner les enfants. Le gendarme, c'est abstrait. Qui nourrit cette valeur? L'entreprise privée, qui est la seule qui génère des profits financiers. Et c'est par ces profits financiers qu'on paye l'instituteur, le gendarme, etc., etc. Alors après, on peut discuter de la valeur relative de ce qu'a donné la fonction publique. Hein. Ça, c'est un autre débat, on en parlera demain peut-être, dans l'entreprise libérée. La deuxième chose, me disait mon patron, c'est que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Tu ne peux pas lutter, puisque de toute façon, ils sont forcément de mauvaise foi. Puisque c'est pas... Tu y es pour rien. Enfin, le privé n'y est pour rien dans les lois. En Napoléon, dans sa grande sagesse, s'est dit qu'il faudrait peut-être un organisme de contrôle de la fonction publique. Les privés s'y retrouvent. Ça s'appelle la Cour des comptes. Ce que sort la Cour des comptes, on ferait le 10e des reproches que fait la Cour des comptes au corps d'État, on irait en prison. Là, tout le monde s'en fout. Donc on est en plein soviétique. Donc, je respecte ce qu'il dit. Hein. Il n'a jamais eu de gros problème. Mais nous, le principe que j'ai appris, il faut que j'applique mon patron et que j'applique. J'applique toutes les lois sans chercher à les comprendre. Et je garde toute mon énergie pour le futur. De façon triviale, Max Rousseau, il y a la pub, tu connais Reims, hein, disait à ses directeurs, si tu as peur de te faire enculer, tu marches les fesses serrées. Et on ne peut pas courir les fesses serrées. D'accord? Donc, respecte les lois. Alors, ça c'est pour le premier truc. Comment on fait pour respecter les lois? Alors, il y a plusieurs choses qui sont évidentes. Je crois qu'on fait ce qu'on peut, comme il fait, lui. Mais il est plus intelligent qu'il ne le dit. Hein. Vu le background que j'ai, il a dit mais plein de choses qui sont extraordinaires. La bienveillance. Je crois que le maître mot du management, c'est la bienveillance. C'est un truc qu'on a perdu. Il n'est pas dans le résultat. On confond, mais c'est un truc, mais c'est inné chez moi. Tous les objectifs doivent être subjectifs ou affectifs.
on confond le résultat attendu avec l'objectif. On va dire qu'il faut faire 10% de cash flow. Le résultat, c'est pas l'objectif. Quel est l'objectif? La première usine que j'ai créée, j'ai dit l'objectif, il faut que Peugeot vous aime. Parce que si Peugeot vous aime, on aura du travail pour nos enfants. Ça, c'est l'objectif. Et on ne peut pas aimer quelqu'un qui est en retard. Parce que lundi, c'est pas normal. Ça fait 35 ans qu'on n'a jamais bouffé les délais. Mais c'est pas j'ai pas dit, il ne faut pas qu'on respecte les délais. D'accord? Il faut que Peugeot vous aime. Alors, j'en ai ce que je disais. Donc, nous, on respecte toutes les lois. On respecte toutes les lois. Alors, comment on fait? D'abord, on n'a pas de syndicat. C'est extrêmement important. Les syndicats ne sont pas des syndicats en France. Vous connaissez l'histoire des syndicats français. Staline et Hitler sont copains. Pacte de non-agression. Les Waffen-SS envahissent la France, tout se passe bien. Hitler, comme un andouille, attaque Staline. Du jour au lendemain, les Waffen-SS traquent les communistes, qui passent en résistance. À la libération, De Gaulle, pour remercier les communistes, dit il y a 4 syndicats et 4 syndicats seuls qui peuvent se présenter au premier tour. C'était les syndicats de l'Alliance communiste. D'accord? Ces gens-là, de bonne foi, moi j'ai été communiste. Quand j'étais étudiant, j'étais secrétaire général des étudiants de Reims, de Reims, oui. Donc l'UNEF, truc machin, bon. Parce que de bonne foi, le communisme c'est un truc tentant, de bonne foi. D'accord? De bonne foi, les syndicats se sont éduqués à casser les entreprises. Et Fauvet expliquait bien dans ses cours que, bon, la matrice de Fauvet, l'entreprise de l'homorphe, l'entreprise mécaniste, etc. Et puis après, il y a les donnants-donnants, il y a les concertatifs, hein. Et puis il y a les bofs. Les bofs, c'est les gens qui sont neutres. Grosso modo, la fonction publique. 90% de la population communiste à l'époque des Russes. Et ils avaient un cours qu'ils appelaient ôter la canne pour que les neutres roulent vers le casseur. D'accord? Donc, de bonne foi, les syndicats en France étaient là pour détruire les entreprises, ce qu'ils ont fait remarquablement d'ailleurs, hein, pour remplacer ça par un autre truc auquel ils croyaient de bonne foi. On sait très bien que ça ne marche pas le communisme, ça fait 200 millions de morts après la guerre de 40, on a fait 75, on va voir tout ce que vous voulez. Mais ils sont éduqués comme ça. Ils continuent à casser. Donc si vous avez un syndicat, il va chercher la moindre faille dans votre mode de raisonnement pour le faire remonter à l'inspecteur du travail, qui est un fonctionnaire qui ne devrait pas exister. La fonction publique ne devrait pas avoir des gens qui viennent contrôler ce qu'on fait. C'est nous qui devrions avoir des gens qui contrôlent ce qu'ils font de notre argent. Donc il est un hors norme ce gars-là déjà. D'accord? Donc déjà, il ne faut pas avoir de syndicat. Et je vais vous expliquer comment il faut faire en partie. Et nous, on a fait tout ce que j'ai pu faire, c'est parce que j'ai pas eu de syndicat. Je n'aurais jamais pu faire la moitié de ce que j'ai fait avec des syndicats, c'est évident, à la française, j'entends. Deuxièmement, il faut arriver à tutoyer l'inspecteur du travail et tutoyer par l'inspecteur du travail. Il faut arriver à tutoyer le DRIR et à tutoyer par le DRIR. Ce sont des gens extrêmement dangereux. Alors, c'est des braves gens, pas l'inspecteur du travail. Il y a beaucoup de déçus d'eux-mêmes dans les inspecteurs du travail. Dans les DRIR, non, parce que les mecs ont fait des études. Et alors, ces gens-là sont dangereux. Alors, j'avais expliqué ça à mes collaborateurs, ce que j'appelle le quaternaire. Vous avez les primaires qui sont, je l'ai écrit d'ailleurs dans mes bouquins, il y a les primaires qui sont les paysans, le secondaire le service, le tertiaire l'entreprise, et j'ai inventé le quaternaire. Le quaternaire, c'est le gamin ou la gamine qui a fait Polytechnique, qui se retrouve de rire, et qui cherche n'importe quel prétexte pour se faire mousser. Si par hasard, alors, c'est l'exemple que j'ai cité à table quand on a discuté, nous on a des termes de fonderie, donc on a des tours d'évaporation, si par hasard il y a un vieillard qui meurt dans le village, si par hasard il y a un journaliste qui dit est-ce que ça ne viendrait pas le salmonelle qu'il pourrait y avoir dans les tours de... Tu vois le salmonelle, comment ça s'appelle? De la légionellose, dans les tours d'évaporation. Si par hasard il y a un procureur de la République qui sont des gens immatures, moi j'en ai connu un certain nombre, parce que vous avez de la moto, on faisait de la moto ensemble, hein, qui veut se faire mousser, on ferme l'usine, le temps de l'enquête. Et nous on fournit 60% du marché automobile européen. L'usine peut brûler, c'est pas grave, on a du stock, on a les accords avec les confrères, etc. On ne ferme pas l'usine. Là, on ferme l'usine. Donc ces gens-là, il faut qu'ils nous aiment. D'accord? Alors comment on fait pour avoir le syndicat? D'abord, il faut faire en sorte que... Il y a des choses de base. Si vous voulez, je vous raconterai ça demain si on a le temps. Pendant 4 mois, j'ai tourné dans l'usine sans rien faire. Quand mon patron m'a filé l'usine, donc j'étais en 4 mois doublure avec le gars d'avant que je connaissais. C'est une entreprise qu'on avait achetée depuis longtemps, c'est un copain. Et là, dans mes tours d'usine que je fais en permanence, lui, il ne sortait jamais de son bureau, mais c'est un autre débat, il y a 3 messages qui me revenaient, des ouvriers. Le premier message, c'est pourquoi. Les gens disent, on veut faire les choses, on ne sait pas pourquoi. Pour la structure du jour comment, c'est pas pourquoi. Pourquoi? On va aimer savoir pourquoi. Le deuxième message, c'est présent. Ils nous emmerdent avec leur business plan, leur truc, leur machin, ça fait 3 semaines que le manomètre ne marche pas, on n'arrive pas à faire les pièces, etc. C'est le présent. Les gens, c'est pourquoi présent. Ça, c'est les ouvriers. D'accord? La structure, c'est comment futur. Déjà, il y a une dichotomie. Donc, si vous répondez. Et la troisième chose, c'est bon sens. Regardez ce qu'ils nous demandent. C'est idiot. C'est idiot ce qu'ils nous demandent. Et c'est le bon sens.
Si vous appliquez des choses de bon sens en raisonnant toujours dans le présent et en étant toujours dans le pourquoi, forcément il n'y a pas de malaise dans l'entreprise. S'il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de syndicat. Je veux dire, tout est lié en fait. Alors on ne va pas parler d'entreprise libérée parce que ce n'est pas le sujet, mais il est un fait qu'une entreprise libérée, c'est une entreprise en régulation. Pourquoi? Le présent et le bon sens. Hein, ce qui fait que si vous n'avez pas de tension dans l'entreprise, ben forcément vous n'aurez pas de syndicat. Un syndicat se génère que quand il y a des tensions dans l'entreprise. C'est évident. Alors comment on fait pour pas avoir pour tutoyer l'inspecteur du travail? Moi j'avais pondu très tôt, dans les années, mais très tôt, des fiches. On appelle les fiches Favi, elles sont sur le web. Hein. En fait, favi.com, c'est le système Favi. Des fiches à caractère social. D'accord? Un peu à caractère social. Où on explique pourquoi il n'y a pas de plus à Favi, comment on l'a fait, où on explique, etc. Un certain nombre de choses. Et après j'ai des fiches techniques, où j'ai pris tous les outils japonais de qualité. Parce que j'ai compris très vite, j'allais souvent au Japon, que les outils qualité japonais sont des outils d'autonomie. Ce sont des outils entre l'ouvrier et sa machine. Ce ne sont pas des outils de contrôle. On a traduit, nous, le dernier pays soviétique au monde, quality control par la qualité. Alors, en américain, to control, c'est maîtriser. C'est la maîtrise de ce que je fais par la qualité. Et très tôt, j'ai commencé à écrire. Alors, la qualité, j'ai été quasiment parmi les fondateurs du MFQ, de l'EOQ, j'ai toujours misé dans la qualité, bien avant que ça existe. Donc la qualité, je connais. Les normes, les outils de la qualité japonais ont été traduits par des ingénieurs pour des ingénieurs. C'est incompréhensible. Même pour un spécialiste de la qualité. C'est incompréhensible. Même par quelqu'un qui est encore plus par un ouvrier. C'est pas péjoratif. J'ai réécrit en judéo-chrétien Picard, puisqu'on est en Picardie, tous les outils japonais pour qu'un ouvrier puisse les comprendre. Et c'est ces fiches-là que j'ai envie d'ouvrir, une par semaine. Au bout d'un certain temps, l'inspecteur du travail et le DRIR, ou le DRIR, peu importe, vous appelle. Ah, ça c'est intéressant, on va critiquer, on va discuter, on crée une passerelle intellectuelle et affective avec le gars. Après, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se connaît un peu mieux, on l'invite. Mais alors, c'était creuser la tête de façon extraordinaire pour inventer un faux problème. Mais un faux problème compliqué. Et incidemment, dans le tour d'usine, on veut éviter l'usine, etc., etc. Tiens, je vais prendre monsieur machin, tiens, m'expliquer ce que vous faites, on joue le social, quoi. Hein. Tiens, vous faites, ça tombe bien. On a ce problème-là. On ne sait pas quoi faire. Voilà. Mon analyse, c'est que j'avais remarqué qu'il y a des déguisements d'hôtesse de l'air, des déguisements de médecins, pilotes, il n'y a pas de déguisement d'inspecteur. Inspecteur du travail. Je me suis rappelé, il y a deux mots déjà qui sont un inspecteur du travail. Donc on le transforme en auditeur social. Et il nous aime, le con. Il nous aime. C'est génial, heureusement vous êtes là quand même. Et je fais la même chose avec le DRIR. Alors le DRIR, c'est plus facile, parce que les DRIR, c'est tous des mecs qui ont fait les mines, qui ont fait des études, qui ont fait des trucs comme ça. Alors là, avec les fiches outils, tu peux naviguer dans l'intellectuel. Mais tu peux aller très loin avec un DRIR, le faire en avant. Il y en a un qui... Ah, Jean-François, mais le faire en avant, mais s'il a fond... Bon, bref. Mais l'inspecteur du travail, tu l'as par affectif. L'inspecteur du travail, tu le baisses par l'affectif parce qu'il vole généralement pas très haut. Le DRIR qui a fait les mines, tu l'as pas par l'affectif, hein, tu l'as par l'intellectuel. Ah, la loi de père de Taguchi. Et on fait, le coup croit qu'on veut carrer, la distance nominale. Voilà. Et il vous aime. Après, il faut arriver, si possible, à être patron directement au-dessus, avec l'inspecteur régional. Quand l'inspecteur du travail, qui vous tutoie, sait que vous êtes copain avec l'inspecteur régional, alors là, il peut arriver n'importe quoi. Quel est le vrai danger? Si demain il y a un accident mortel à Favi, ça sera un accident. Chez lui, il est mal barré. Alors, les lois, comment on les respecte? C'est très simple. On a fait un firewall. Je m'explique. C'est comme pour la qualité. J'ai appliqué pour la qualité. Enfin, j'ai décalqué ce qu'on faisait pour l'inspection du travail pour la qualité après. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous respectez, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, si vous respectez toutes les lois du Code du travail, qui a été fait par des fonctionnaires, n'oubliez pas ça, ça n'a pas été fait par des privés pour des privés, ça a été fait pour des fonctionnaires qui ne l'appliquent même pas chez eux. Hein? C'est n'importe quoi le droit du travail. Vous ne pouvez pas travailler, c'est pas possible. Alors là-dedans, il y a des choses qui ne sont pas idiotes, en effet. Sur 600 personnes, on a 8 administratifs. On n'a pas de chef du service administratif, parce qu'il est décédé, puis il a eu cancer du pancréas. Le temps de sa maladie, on a vu que les dames à tour de rôle boucler les comptes. Donc on a dit, on ne va pas le remplacer. On en a une, sur les 8, qui a fait une formation de RH. Et son boulot, elle, c'est, parce qu'on ne fait pas d'entretien d'évaluation chez nous, mais chez nous,
les ouvriers cooptent un dealer qui est le leader. C'est la seule structure qu'il y a. Il y a un DG, il y a des ouvriers qui cooptent un dealer qui est le leader. Et le leader, chaque année, qu'est-ce qu'il fait? Le leader, je leur impose une grille, il met ce qu'il veut comme valeur dans sa grille, et à l'aide de cette grille, il reçoit chacun de ses copains, puisque c'est un ouvrier qui décide des augmentations de salaire chez nous. Librement, c'est le leader qui décide des augmentations de salaire de ses copains. Il va lui dire, tiens, cette année, tu as fait ça, donc t'attends. Et ça remonte à un label qui a suivi une formation de RH, qui va transformer ça en entretien d'évaluation. D'accord? Après, vous avez des trucs comme la gestion des compétences. La gestion Alors, comme on n'a pas de structure chez nous, il y a des ouvriers qui cooptent un leader, puis un DG. Après, il y a des mecs au bureau d'études, les commerciaux sont au milieu des machines, donc ils sont répartis. La qualité est sur des machines, on n'a pas cette qualité. Enfin, moi, ça, c'est un autre débat. C'est une commission du comité d'entreprise, sont des ouvriers qui s'occupent de ça. Alors on fait un peu comme toi, c'est-à-dire qu'on a un monsieur sur Paris qui est compétent dans la... Comment ça s'appelle le cycle de gestion des compétences là? La GPEC. Qui est un monsieur qui est spécialisé dans les GPEC, qui fait un état de la profession en région, comme on doit faire. D'accord? Donc on a toutes les instances. Alors, au premier tour, on a carence. On fait certificat de carence, d'accord? Et au deuxième tour, on a des gens élus librement non syndiqués, d'accord? Et nous, du fait qu'on n'a pas de syndicat, on a beaucoup plus de représentation que ne veut la loi. Je ne sais pas, 600 au CHSCT, je ne sais plus, en 10, moi j'en ai 30, j'en ai un parmi l'usine, etc., etc. Alors là aussi, c'est intéressant, c'est que, par exemple, on en parle à midi. Le CHSCT, ça se réunit tous les 3 mois. Alors, il s'avère qu'à Faville, le patron fait son tour d'usine tous les jours, parce qu'il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de réunion, puis il n'y a pas de reporting. Si je ne sors pas de mon bureau, je ne sais plus rien, moi. Malgré ça, j'avais remarqué que les gens attendaient la réunion du CHSCT pour signaler des situations qui pourraient être dangereuses. À chaque fois, je piquais des colères, puis un jour, j'ai dit, vous m'emmerdez, je vais faire une réunion tous les mois. Puis, je ne sais pas pourquoi, incidemment, j'en parle un jour avec l'inspecteur du travail, il me dit, oulala, fais gaffe, oulala. Bah, j'y attends, la loi, c'est 3 mois, si je fais tous les mois, oulala. Si jamais tu as un accident grave, on dira que tu faisais une réunion tous les mois parce que tu n'es pas sûr de toi. Non, mais rigolez pas. On me dit, tu sais pas ce que tu vas faire. Tu l'as fait, mais pas officiel. Tu la convoques verbalement. Tu fais pas de compte-rendu. Tu n'as pas d'ordre du jour. Donc, vous voyez jusqu'où ça va, le truc. D'accord? Le soviétisme est tel que quand tu es copain avec les mecs, ils t'apprennent à tourner autour des lois soviétiques. Le DRIR, je prends un exemple. Le DRIR, je ramasse une affaire, enfin, nous ramassons une affaire colossale. D'un coup d'un seul. Il fallait qu'en un an, on soit en série, pas de bâtiment. La seule possibilité, acheter une terre agricole qu'il faut transformer en terre industrielle, avec la commission qui vient voir s'il n'y a pas des champignons, des grenouilles spécifiques, qui fait faire 3 mois, etc., etc., etc. J'appelle le DRIR, qui est un copain, j'y écoute. Une centaine d'emplois, j'ai plus de terrain, je vais faire ça, mais j'en ai pour un an de paperasse. Il me dit, attends, laisse tomber, viens voir. J'ai eu le permis de conduire, de construire en 2 heures. Il m'a dit, ton bâtiment, c'est pas un bâtiment de fabrication. Ben, j'ai dit, si, des machines de... Non, c'est un bâtiment de stockage. D'accord? Ça change tout. Voilà. Donc, autrement dit, je crois que dans l'État soviétique, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est la lutte du pot de fer contre le pot de terre. Tu ne peux pas lutter. C'est pas la peine de chercher à lutter. Si tu cherches à lutter, ils te rattraperont au vol un de ces 4 matins. Puis deuxièmement, toute l'énergie que tu passes là-dedans, c'est pas d'énergie que tu as pour préparer le futur. C'est ça qu'il faut voir. Parce que quand tu as un accident grave, vraiment un truc grave, hein, tu dors plus la nuit, ce truc avec leur connerie. Pendant ce temps-là, tu penses au futur. Hein. Donc il faut s'adapter. Alors il faut voir, alors ça c'est assez récent, il y a 3 ans, je me suis rendu compte que, parce que la fonction publique, on a tendance à souder leur gueule, mais il faut voir, pendant 4 ans, les Allemands gèrent la France. Hein, pendant 4 ans, les Allemands ont géré la France. À Libération, on n'a plus de structure, donc De Gaulle dit, je vais faire une école qu'on appelle l'ENA. Mais l'ENA, il fallait l'arrêter en 60, quand on a refait la structure. Chaque année, la SNCF, l'EDF, etc., se prennent des énarques qui ne servent à rien, qui foutent un bordel là-dedans, que c'est pas possible. Alors, je laisse raconter à Robert, à Bernard. Hier, j'ai fait une expérience un peu traumatisante. Je fais des conférences comme ça, mais toujours du témoignage, aux mines, centrales, etc. Et puis, il y a 3-4 mois, il y a 4 gamines qui m'écrivent une belle lettre des mines, en disant, vous pouvez vous entendre une matinée, etc. Et alors, je me renseigne un peu, puis ça transparaissait dans la lettre.
C'est des gamins et des gamines qui ont fait Polytechnique, qui font un cursus spécial aux mines pour faire l'ENA. Et hier, donc c'est eux qui m'ont demandé de venir, c'est pas les professeurs, hein, c'est les élèves qui m'ont demandé de venir. Je leur explique un petit peu des choses, notamment qu'on a quand même 2 fois plus de fonctionnaires en France par habitant qu'en Allemagne, qu'il faudrait peut-être qu'ils fassent quelque chose puisqu'ils sont dans le système. Que la société dans laquelle on vit est finissante, il y a eu 4 millions d'années de chasse, il y a eu 5 millions d'agriculture, et là il y a eu 150 ans de consommation de production, c'est fini, c'est râpé. Que les centraliens, je me reste toujours une heure en fin de journée, je fais une journée à centrale, en disant, moi j'ai désinventé la guerre, parce que je suis le premier qui n'a pas fait la guerre, j'avais calculé mon coup pour être capitaine en 80, donc j'étais prêt à faire la guerre. Hein. Je laisse pas une guerre à mes enfants, mondial, j'entends, parce que la patrie on sait plus ce que c'est. J'ai pris une conscience écologique, c'est quand même pas mal, je suis le premier qui a pris une conscience écologique. J'arrive pas à imaginer notre société. Et les centraliens, eux, me disent, et je dis ça, j'avais écrit tout ça aux polytechniciens, hein, eux me disent, ben, on va vers la frugalité. Parce que vous, partant de la cuvette, qui servait de salle de bain, qui servait de machine à laver de linge, la vaisselle, etc., vous avez inventé le frigidaire, le truc, le machin, tout ce qui m'entoure. Hein. Et vous avez gagné plein d'argent, quand on équipe le monde entier en frigidaire, machine à laver, on gagne de l'argent. Moi, je me prends conscience que quand les ventes ont baissé, parce que le monde entier sauvage est équipé, quoi. On a donné le savoir pour rien, notamment aux Chinois, donc cette société-là est naze. Donc on va vers la frugalité, donc on va vers l'usage et non pas la possession. Il y a un message assez fort quand même. Hein. On va vers l'usage et non pas la possession. C'est-à-dire qu'on n'aura plus chacun une tondeuse à gazon, on va être à 5, à louer une tondeuse de gazon, 6 mois par an, puisqu'il y a 6 mois on ne tombe pas. Et ça ne peut pas gérer de Paris. Il y a une gamine à Centrale-Nantes qui m'avait dit, vous savez, la Constitution, elle a été faite pour De Gaulle en prévision de la 3e guerre mondiale. Bah oui, c'était en 60, il avait fait la guerre en 80, c'était factuel. Hein. Mais quand je vous dis que c'est factuel, c'est pour la génération d'aujourd'hui, ça semble bizarre. Enfin, non, Napoléon, 40 ans après 70, 40 ans après 40, 40 ans après 80, voilà. Et donc il faut écrire la Constitution. Mais une Constitution qui soit sur le local, c'est que le président devienne potiche, comme il y en a en Allemagne ou en Italie, il représente l'État comme la reine, quoi. Et puis c'est en région qu'on décide des impôts, qu'on décide de la langue à apprendre, etc., etc. Donc je me lance aux polytechniciens, qui se destinent au grand corps d'État, en leur disant, à moins grand, réfléchissez. Puis dites-moi comment vous voyez la société suivante, vous, qui avez fait Polytechnique, millénaire, quand même. Eh bien, ils la voient comme ça pour regarder leurs avantages, les gamins. Ça a été mais traumatisé. Traumatisé. Ils la voient pour pas que ça bouge, pour regarder leurs avantages. Ils veulent régner comme d'habitude avec un chef de cabinet, un truc, un machin, et ils s'en foutent. Alors il y en a 2-3 qui étaient plus intelligents, on a passé une demi-heure après en réunion, et ils m'ont promis de faire des petits groupes de travail pour me dire ce qu'ils voient la société de demain. Mais ils s'en foutent de la société de demain. Ce qu'ils veulent, j'ai fait les gens, alors donc je finis mon truc. L'EDF, la SNCF et puis la Poste, ça fait, je ne sais pas, une conférence que je fais à des directeurs. À chaque fois, il y en a 150, il y a des directeurs partout, là, moi je ne sais pas ce qu'ils foutent. Et puis, il y a un jour une dame qui m'appelle, enfin, par l'intermédiaire d'un copain m'appelle, il faut que tu rencontres cette dame-là parce qu'elle est remarquable. On passe la soirée, puis elle me réunissait ces 200 collaborateurs pour passer une journée ensemble, Juste pour témoigner, toujours, moi je n'accompagne pas. Puis le soir, elle me raconte ce que. Je lui dis, raconte-moi ta vie, toi. Elle dit, moi j'ai fait une agrégation, un doctorat en statistique, enfin une grosse tête, quoi. Je suis embauché à Montpépi pour harmoniser les horaires des TGV. Donc je sors un algorithme quelconque qui harmonise tous les horaires. Là-dessus, le patron de la SNCF m'a dit, c'est bien ce que tu as fait, mais TGV, il y a quelque chose qui ne va pas, on ne sait pas quoi. Occupe-toi ça. Donc, il fait comme ça, commence par faire une enquête client, et on découvre que ce que reprochaient les gens dans le TGV, c'est que les chiottes étaient dégueulasses. On ne s'attendait pas à ça. Donc elle fait un groupe de travail avec les femmes de ménage, puis là, elle va jusqu'au bout. Et c'est elle qui invente les chefs de bord, c'est elle qui invente les uniformes, c'est elle qui invente le fait qu'ils s'annoncent et qu'ils disent pas en anglais, qui n'est pas dans les train. Mais juste pour toi, sérieux. Même à Perpignan, le mec avec l'accent de Perpignan, il ne comprend pas en anglais. Elle t'invente tout ce bordel-là. Là-dessus, les énarques qui tombent dessus, parce que chaque année, ils ont promotion d'énarques. Hein. Retenez ça, les énarques, on en trouve dans les banques pour faire du lobbying avec leurs copains qui sont dans le truc. Mais aucune entreprise embauche un énarque. Non, ça, il y a la vieille formule de Barenton confiseur qui disait qu'il y a une entreprise qui gagnait beaucoup d'argent, sans savoir pourquoi. Alors elle a embauché un grand ingénieur. Après, elle savait parfaitement pourquoi leur perdait. Tu prends un énarque, t'es sûr que t'es dans ce schéma-là. Hein. Bon, bref.
Et donc, Pépi, il la sort, tonton Pépi, il dit, écoute, tu as tous les succès. Tu as tout fait bien. Tu as tout sans faute. Parce qu'elle voulait même arriver au point où d'aller ils font maintenant. Ils ne contrôlent plus systématiquement. Ils disent, on va passer. Si vous avez un problème, vous nous le dites. Par contre, s'ils contrôlent et qu'ils te prennent, c'est 3 fois le prix. Hein. Et elle voulait même arriver à faire le contrôle sur le quai. Tu vois, tu rentres sur le quai, comme dans l'avion. Donc, les énarques ont sa peau. Et il lui a filé les bus. Parce que il explique qu'il y a certaines petites lignes régionales, pas comptables, qu'on va arrêter. Et elle dit au pilote, au chauffeur, vous êtes des capitaines, vous n'êtes pas des chauffeurs. Hein, faites des groupes de travail. Et elle leur donne un uniforme. Et ils font la même chose, ils s'annoncent. Et c'est les chauffeurs d'autobus qui disent qu'il faut qu'il y ait la Wi-Fi dans les bus, parce qu'il y a plein de gens et qu'il faut qu'on les lissage, qu'on puisse écarter, parce qu'il y a des gens qui peuvent faire. Elle démarre tout ça. Et là, je découvre un mode de fonctionnement totalement libéral. Totalement libéré. En plus, ça, il y a eu l'intelligence d'aller se mettre pas au centre de Paris, mais en banlieue. L'intelligence de sous-traiter tout, même le gonflage des pneus pour Michelin, donc on va chercher avec la fonction publique. Mais j'ai dit, mais comment tu fais avec tes énarques maintenant? Elle m'a dit, j'ai fait un firewall. Elle a 1000 personnes qui travaillent de façon totalement libérale. Elle a une dizaine de gamins, genre rien d'ailleurs, qui font tous les comptes rendus, tous les rapports pour la structure, qui sont fous. Sachant qu'il y a tellement de rapports qu'il y a 5% de ce qui est écrit qui est lu. Hein. Vous ne l'aurez pas. Hein. Récemment, je disais, je ne sais pas trop, c'est Sarkozy, j'ai eu le bouquin de Sarkozy. Je suis en train de lire tous les bouquins des mecs qui lisent, tout ça, il n'y en a aucun qui nous propose une société. Ils nous parlent tous de retaper la vie, on se prend les 35 heures, c'est une connerie, il faut laisser mourir, c'est ça Hollande, c'est ça le débat. Et Sarkozy disait, on ne voit plus de gendarmes dans la rue ni de policiers parce qu'ils passent 70% de leur temps à faire des papiers. Personne ne peut les lire, ces papiers-là. Donc elle a fait un firewall, 2 gamins qui répondent exactement aux questions que posent les énarques et tout ça, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils font. D'accord? Sachant qu'il n'y a que 5% qui sont lus de toute façon. Et Fabien, on a fait inconsciemment ça, c'était en 83-84, quand on a démarré ce changement, qui s'est fait tout seul, j'ai pas fait que ça. Et on appelle ça entreprise libérée maintenant. C'est un autre débat, ça c'est le débat de demain, ça. J'ai commencé à dire aux administratifs, il faut qu'on soit conforme à l'extérieur. Donc présenter tout ce qu'on fait strictement conforme à ce que veut l'extérieur. Alors la qualité, quand la qualité est arrivée un peu après, ben, j'ai fait la même chose. On a toujours été les premiers certifiés, pour dire qu'on est bon quand même, en France. On a toujours été les premiers certifiés. On a été certifié 14 000 en 1994, on était la première fonderie européenne en plus. QSE en 2002, on a toujours été les premiers certifiés. C'est un challenge collectif. D'accord ? Donc on est bon en qualité. Hein, on fournit quand même 60% du marché automobile européen, qui est un des marchés les plus délicats. On fait 120 000 pièces par jour pour l'automobile. Et tu n'as pas le droit à une pièce mauvaise. Tu ne fais pas 120 000 avions par jour, 120 000 fusées. Je veux dire, il y a des domaines où ta qualité est aussi importante, c'est l'aéronautique, etc. Mais tu ne fais pas 120 000 avions par jour. Là, tu as une fourchette qui casse, qui bloque une boîte, tu peux tuer un mec. Hein. Donc on n'a même pas le droit au PPM, sans service qualité. D'accord ? Alors comment on fait pour les audits? Alors d'abord, il fait que notre structure qu'on a, là où il y a des mini-usines, où chaque mini-usine est adaptée à un client, il y a Fiat, il y a Audi, il y a des compteurs d'eau, il y a une mini-usine pour on a un entaillage bactéries pour les hôpitaux, et c'est très spécifique. C'est effectif que la mini-usine Audi respecte strictement les normes d'Audi. Et celles de Fiat, strictement les normes qui ne sont pas les mêmes. Tu vois, quand tu as un service qualité qui veut faire toute l'entreprise, il faut que tu respectes les normes d'Audi, de Fiat, de trucs, de machin, des hôpitaux, de Siemens, pour les moteurs électriques, etc. C'est une usine à gaz, le bordel. Tu vois, les moteurs électriques, ils respectent ce que veut Siemens, qui n'a rien à voir. L'autre avantage, c'est que quand l'auditeur Fiat il vient, il audite la usine Fiat, pas l'usine. Juste un détail. Audi pense que les enfants, ça peut sucer des fourchettes de mode de vitesse. Donc, des fourchettes sans plomb. Fiat, qui est bon con, pense que, je sais pas, les enfants ne suceront pas des boîtes de vitesse. Donc, on peut faire des... Donc, Audi, il trouve un truc sans plomb, l'autre, il trouve ce qu'il veut. Le reste, alors il y a aussi le fait que j'ai mes fiches, alors il y a aussi le fait, c'est important ça aussi, il faut que tu sortes, que tu es déjà à la police, tu n'es pas là. Donc, quel est le rôle d'un patron? Le rôle d'un patron, d'abord, c'est de garantir... Pourquoi les ouvriers nous payent si cher? Parce que ce sont les ouvriers qui payent les patrons. Enfin, s'ils arrêtent de bosser, on ne peut pas payer les patrons. Si les patrons arrêtent de bosser, souvent ça va mieux. Donc, c'est pour ça que les patrons sont jamais en grève. Hein,
voudrais vous raconter ce qui s'est passé en Belgique. Pendant 18 mois, ils sont restés sans gouvernement. Même la sécurité sociale s'est éclatée. La SNCF, ils se sont éclatés. Mais éclatés dans le bon sens, qu'ils ont 3 mois, c'est dans 3 semaines après. Et quand 18 mois après, les ministres sont venus, ils ont dit qu'est-ce que vous voulez? On fait comme avant? Est-ce qu'on fait en 3 semaines, on remet en 3 mois? L'absentéisme qui est de 2%, il passe à 12%? Vous voulez comme ça? Bon, bref. Donc, pourquoi je suis parti dessus, non? Oui, on était un peu parti sur la qualité que le droit. Sur la qualité. Donc la qualité, Comme il reste vous avez 10 3 choses minutes, qui sont importantes. je propose de finir sur ton histoire et après de laisser la main. Dans la qualité, il y a 3 choses importantes. La première chose, c'est les revues des contrats, les revues de contrat, il faut les faire bien. Les revues de projet, il faut les faire bien. Les AMDA, il faut les faire bien. Le reste, c'est du décor. Donc nous, on a un beau décor spécifique Fiat, un beau décor spécifique de Nia Siemens, etc., dans la naphtaline. Et 3 semaines ou 1 semaine avant l'audit, on sort le décor, tu vois, parce que si tu veux faire vivre le décor de la qualité, tu ne peux pas travailler. Il en est de même pour les règles sociales. Si vous voulez respecter toutes les règles sociales à fond, vous ne pouvez pas travailler. Alors il y a celles qui sont, alors j'aime bien ce qu'il dit, c'est pour la bienveillance, il y a celles qui sont logiques, il y a celles qui sont de bon sens, il y a celles qui sont humanistes, il faut les respecter forcément, parce que c'est naturel. C'est naturel. L'entretien d'évaluation, de quel droit quelqu'un évalue quelqu'un d'autre? Non mais, vous réfléchissez à ça? Qui plus est, l'entretien d'évaluation, on le fait où? Dans son bureau, sur le territoire où on l'a pissé. On ne va jamais le faire sur le bureau de l'autre, sur le territoire de l'autre. C'est de l'acheter, ce truc-là. Alors nous, on n'en fait pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la grille d'augmentation. Annabelle présente ça en entretien d'évaluation. Le résultat de ça, c'est qu'on n'a jamais été emmerdé. Tous les 4 ans, vous êtes joué en contrôle de l'URSSAF, on n'a jamais été redressé. Hein, on est parfaitement dans les clous. Alors vous avez 2 philosophies. La nôtre, où on se met dans les clous, systématiquement, même si ce n'est qu'apparent. Et surtout, on fait en sorte que les dangers potentiels qui sont les syndicats, les inspecteurs du travail derrière, soient neutralisés. C'est la façon dont je l'ai dit. Il y a la sienne où il dit, moi je m'en occupe pas, j'ai autre chose à foutre. Et puis je gagne du temps, quand on me demande des trucs, ben, je le fais, puis je lâche. Voilà, bon, non. Voilà, il y a 2 écoles. Alors je pense que les 2 écoles sont respectables. Elles sont respectables pourquoi? Il l'a dit aussi ça. Parce qu'il est ce qu'il est, et que je suis ce que je suis. Et puis que son contexte n'est pas le mien. Et puis voilà, et puis qu'il n'y a pas de modèle en termes de management. Le management, ça vient du français ménager, l'italien manipulé. Les Italiens peuvent se manipuler en 2 mots. Il y a manipolare, maneggiare. Donc en termes de management de tout, même du social, il n'y a pas de modèle, parce qu'on ne manipule pas de la même manière un homme qu'une femme, un corse qu'un breton, etc. Donc tous les témoignages, il y aura des témoignages. Tous les témoignages seront différents. Mais il y a 2 grandes écoles, c'est pour ça qu'il a bien choisi. Il y a 2 écoles face à l'État. C'est soit je respecte tout, apparemment, ce que je fais, soit je fais rien, je joue le jeu et je vis, et puis on verra bien. Je reste responsable. Donc ça voudrait dire, par défaut, que de fait de tout respecter à la lettre et pas pour le décor, ça ne peut pas fonctionner. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Oui, juste pour aiguiller, je sors. Vous savez, attends, juste un truc. Une boîte de vitesse. Si tout est nominal, elle ne marche pas. Une boîte de vitesse, si tout est au nominal, elle ne marche pas. Elle marche parce que chaque chose est dans un intervalle de tolérance. Et bien, je pense que la vie est pareil. Si tout est au nominal, ça ne marche pas. Il faut laisser les tolérances. Vas-y. On laissera 5 minutes. Oui, juste pour dire, en fait, donc on ne se soucie pas trop de ces questions-là. Néanmoins, on a à peu près tous les 3 ans un contrôle des impôts et un contrôle des impôts, parce qu'on gagne plutôt bien notre vie et donc ils viennent là où il y a de l'argent à prendre. Et on a eu 2500 € de redressement URSSAF, ce qui est pas énorme. Voilà, donc on était très contents. En danger, c'est un mort. Dont 2000 € parce qu'on paye trop nos stagiaires. Et donc on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On continue de trop les payer. C'est pas grave, on se fera retaper la prochaine fois. Donc il y a une certaine bienveillance. Ils nous ont pas mis l'amende. Ils nous ont même pas proposé l'amende. Enfin, à un moment donné, il y a une sorte de... Même si on ne s'entend pas vraiment avec eux et que je fais rien pour avoir des bonnes relations. Plus vraiment les défenseurs de la clause salariée. Disons que d'habitude, ils regardent toujours les frais de déplacement du patron, machin truc. Moi je vais au Pôle et à Micaline pour manger le midi, donc ça évite un peu d'emmerdant. Par contre, après, et même une inspectrice URSSAF, même qui était un peu virulente, quand elle voit qu'il y a juste, on paye trop nos stagiaires, je dis oui, les stagiaires ils font bien leur boulot, il faut leur donner envie de... C'est pas avec un tiers du SMIC qu'on va les motiver à bosser dans l'industrie. Même elle s'est sentie suffisamment embêtée pour nous filer
une majoration d'amende. Donc voilà. On n'est pas Bon. non plus des Est-ce qu'il criminels, reste a priori. quelques questions? Après, un outil qu'on a utilisé, mettre l'administration devant ses contradictions. Je vous ai cité. Alors, non, mais c'est une différence. Non, mais c'est une différence de point de vue, effectivement. Je vous ai cité un accident grave qu'on a eu. En fait, on l'a eu sur un outil de découpe. Nous, dans notre métier, on fait une pièce et on la met dans un outil de découpe, c'est un truc à froid. Et donc, le problème qu'on a eu, c'était que la dame avait laissé une partie de son doigt dedans et le doigt est parti avec. Quoi. Et donc, demande de l'inspectrice du travail, vous me faites inspecter avec la norme CE européenne l'outil de découpe. Et alors, nous, c'était une machine qu'on avait rétrofitée, en fait, qui était historique. Et donc, ce travail-là, c'est un mec qui vient et qui regarde les 680 points de la norme européenne pendant 5 jours. Donc, je ne savais même pas qu'il y avait 680 points de la norme européenne. Et il me trouve, donc à la fin des 6 jours, il me sort le truc, il me trouve 250 non-conformités. Et on dit, ouf, on est mal. Donc ça coûtait 7 000 € le truc en plus. Et là, on se dit, voilà, ça, on a ça, on est mort. Enfin, ça va être compliqué de justifier quand on travaille dans un truc. Mais ça me paraissait drôle quand même, il y avait des trucs, ça me... Et donc à ce moment-là, on rentre juste la Rolls des découpes. On achète ça chez un Italien, Technopress, le mec, c'est Ferrari. Quoi. Et on l'avait toute neuve. Elle sortait, on venait d'ouvrir l'emballage. Et donc, je remets 7 000 € sur la table et je dis, vous revenez, et vous me faites la même chose sur la toute neuve, là. CE, tout. Et on a trouvé 195. La machine CE, c'est ça. Et donc, en fait, pourquoi je pense, il n'y a eu que 500 € au tribunal, c'est qu'à un moment donné, dans le dossier d'inspectrice, il y avait monsieur, vous nous avez montré un outil truc, et il dit, regardez, celle qui est neuve, toute neuve, c'est ça. Donc, en fait, si vous me dites que je ne peux pas faire tourner cette machine-là, j'arrête l'usine, quoi. Parce que j'ai aucune machine, même les neuves, qui sont conformes. Alors après... Comment ça s'est terminé? J'ai eu 500 €, c'était terminé. Alors, il faut savoir que les normes françaises sont supérieures aux normes européennes. C'est connu. Alors, parce que nos structures, encore une fois, de fois les fonctionnaires, il faut qu'ils s'occupent. Les normes françaises sont supérieures aux normes européennes. Et souvent, ta norme en italienne était sûrement conforme aux normes européennes. Souvent, ça aussi, on sait le faire. C'est arrêtez aux conneries. C'est les normes européennes. Et ça, c'est fini. Alors, ça vient à dire aussi une autre chose. Quand vous avez la confiance, il y a moins de règles. Plus on a la confiance, moins il y a de règles. J'ai confiance, je ne contrôle pas les oreilles, je ne contrôle rien, donc il n'y a pas de règles. Moins il y a de règles, moins il y a de structure. La structure ne vit que vous sans croire que les règles sont plus compliquées qu'elles ne sont. Si vous allez, contrairement à ce que tu as fait, lire le Code du travail, si vous connaissez les règles, les vraies, pas celles que la structure vous dit que c'est, notamment la structure qualité. Parce que la structure qualité va vous imposer des choses, et là on n'a pas de service qualité, pourquoi? Parce que le service qualité commence à avoir des moyens de TRG. Personne ne nous demande ça. Et à quoi ça sert? Tu vois ce que je veux dire? Les conventions collectives de la métallurgie de la Somme, je les ai lues en détail, en fait, si on enlève le verbiage, il y a 10 pages utiles pour les cadres, 10 pages utiles pour les maîtrises, 10 pages utiles pour les ouvriers. En 10 pages, tout est prévu, de l'embauche, du licenciement, la formation, tout ce que tu veux, etc. Tout est prévu là-dedans. Donc les lois, quand on les connaît vraiment et quand on occupe, c'est le boulot d'Annabelle. Puisqu'Annabelle, elle est comptable, elle ne fait pas ça à plein temps. Hein. Elle met ça en mesure, mais elle est comptable en dehors de ça. Si vous allez que juste ce que demande l'État français, c'est assez respectable. Si vous avez une structure interne, RH, truc, machin, etc., ils vous font croire que c'est beaucoup plus compliqué que ce n'est pour justifier leur place, les mecs. Qui plus est, ils vont se mettre à la marge de la loi pour justifier leur place. Ils vont dire, là, dans ce pays-là, on gagne 5% sur truc. Et vous faites baiser quand il y a un contrôle. Oui, tout est lié. L'entreprise libérée, peu importe le nom, c'est l'entreprise où on laisse l'initiative aux gens. En fait, l'entreprise libérée, il y a plein de définitions possibles. Il y a celle qui dit que c'est on libère les productifs des contraintes improductives. Il y a celle qui dit que c'est l'entreprise, on ne contrôle plus les actions des gens, mais le respect de l'identité de l'entreprise par chacun, à condition qu'il y ait une identité. C'est tout ce que vous voulez, l'entreprise libérée. Mais ce que je veux dire, c'est que l'entreprise libérée, c'est aussi l'entreprise où on respecte les règles telles qu'elles sont. Pas plus que les règles. Et ça, vous le faites que ce n'est pas de structure. Voilà. La boucle est bouclée. Bon. Ça répond à tes questions? Bon. Moi, je n'ai pas oublié. Quand même, hein. Une dernière question, et puis on va se quitter. Pour respecter l'horaire. Il reste 3 minutes. Alors le pointage, c'est légal, quoi. Alors attends, il y a différents trucs. Chez nous, mais tu vois, alors, il y a aussi le sentiment d'équité
n'est pas de la rigueur des lois, mais de la rigueur de leur application. Et tu ne peux pas appliquer avec rigueur des lois, des règles compliquées. Donc chez nous, on a des règles extrêmement simples. Il n'y a qu'une prime, c'est la même pour tout le monde. On prend les GW et l'alias fiscal. Bon. Et on divise ça, c'est 7% du cash flow, on divise à identité. Donc déjà, tu n'as pas de tension. On a tous la même prime. Et il n'y a pas de prime. Le DG a la même prime que le salarié. Il n'y a qu'une augmentation par an. Il n'y a pas d'heures supplémentaires. C'est un bordel. L'heure supplémentaire à gérer, c'est un bordel. Comme c'est un bordel, il y a des freins. Mais il n'y en a pas. Quand les gars bossent parce qu'il y a besoin, ils récupèrent leurs heures systématiquement avec leurs leaders. Ils se démerdent, tu vois. Bon. Les leaders, c'est eux qui ont établi les heures. Un jour, il y a un inspecteur du travail qui me putoyait, qui m'appelle, me dit donc, comment tu contrôles les heures, toi? J'en sais rien, il vient voir. Et je vais voir un leader, il dit, ouais, j'ai un cahier, oui, monsieur machin, etc. Alors, là où je suis un peu en différence avec lui, c'est que moi, je vais être toujours dans la loi. Un jour, si tu veux, un vendredi matin, j'ai une mini-usine, Fiat. Une mini-usine qui reçoit un mail en disant, c'est Gouret, faites ce que vous pouvez, mais essayez de faire un deuxième, parce que si tu veux, la mini-usine travaille toute la semaine, il y a un camion qui part d'un dimanche à lundi pour alimenter les usines Fiat. D'accord ? Faites ce que vous pouvez, il faut un deuxième camion à la semaine. Ils s'appellent les uns les autres, et ils font en un week-end, j'ai déjà bossé de la semaine, hein, un deuxième camion, et 2 camions pas. Moi, je n'étais pas là ce vendredi-là. J'arrive le lundi, il dit, mais ouais, monsieur Dobrich, il me raconte le truc, j'ai dit, putain, c'est fabuleux, donc on boit un peu de cidre, etc. Puis le mec récupérait vos heures. Et là-dessus, je me dis, mais j'ai pas respecté la loi. Parce que la loi oblige à avoir l'accord préalable de l'inspecteur du travail écrit pour travailler le dimanche. J'appelle donc l'inspecteur du travail, je vais jusque-là, tu vois, en me disant, je veux pas qu'il apprenne par quelqu'un d'autre. Et je raconte ça. Oui, c'est le bordel, chez toi, ton système marxiste, ça va arriver, j'attends que t'énerve pas. Ils sont pour rien, j'ai oublié de leur dire. C'est ma faute. Il dit, oui, mais enfin, quand même, etc. Il me dit, pourquoi tu m'appelles? Et je t'appelle parce que j'ai bafoué la loi, c'est moi qui l'ai bafoué, c'est pas eux, ils ne savaient pas. Et je veux que tu le saches. Par moi, pas par quelqu'un d'autre. Il me dit, bon, t'as pas eu de problème? Non, non, on n'a pas eu de problème. Fais-moi une demande d'identité, je te donne l'autorisation. Quand tu arrives à ça, forcément, il faut aller jusque-là, mon sens. Moi, je vais jusque-là pour être tranquille. Encore, c'est toujours cette idée-là de je ne veux pas laisser un cadavre derrière moi. Tu aurais pu avoir quelqu'un qui raconte ça, que ça remonte. Vous savez, personne n'est dimanche. Hein. Non, non, pas de ça. Tu vois, moi, je vais jusque-là au truc. Hein, la pute complète. Faut dire, dans son manuel, le client qui se dénonce lui-même, ça n'existait pas, donc il ne savait pas quoi faire. L'inspecteur du travail est pas. Donc tu peux être consultant. Faites votre choix là-dedans. Vous bafouez les lois comme lui, mais il va finir pendu un jour, à mon sens, je pense. C'est un accident grave, ça va être une catastrophe. Ils vont tomber dessus. S'il y a un accident grave, ils vont chercher tout. Là, chez moi, un accident. Alors, il y a des fois, on a même inventé des faux accidents. J'ai appelé l'adrire en disant, je suis emmerdé, on a retrouvé les traces de cuivre à tel endroit, tu vois. Alors c'est nous qui l'avons mis, je ne comprends pas comment il peut y avoir du cuivre dans les évacuations d'eau. C'est nous qui l'avions mis. T'as 2-3 ingénieurs qui arrivent et disent, ah mais ça pourrait, etc. Ils sont contents, ils nous foutent la paix souvent. Manipolare, n'oubliez jamais ça. Manipolare, manipuler. Non mais... Je peux témoigner que tu as raison, parce que c'était mon frère qui était à l'intérieur d'Amiens quand tu viens. Il m'a refilé, tu sais, le cadeau que tu lui as donné avec les oiseaux, machin. Ah oui. Le truc de fondaine, tu l'as refilé. Tu vois que c'est vrai. Voilà. Et puis, entre nous soit dit, c'est vachement plus plaisant de jouer mon jeu à moi que de serrer les fesses comme lui. Hein. Ça sera le mot de la fin. Merci. Bon, j'espère que ça vous aura un peu éclairé. Espérons. Maintenant, sur qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour nos hommes politiques, à mon avis, rien. De l'entreprise libérée, c'est démerdez-vous. C'est faire en sorte que les choses se fassent toutes seules. Démerdez-vous. Débrouillez-vous.